tête. C'est la première fois qu'on fait ça le midi. Et oui, bonjour. Bonjour, est-ce que j'aurais pu me coiffer? Oui. Personnellement, j'ai mis du shampoing sec car j'ai les Ah là cheveux gras. là, t'es belle. Ceci est un petit test son en direct finalement. Est-ce que le son c'est bien ou pas? Dites-nous. Moi je pense que c'est bien parce que bien sûr je suis ingénieur, je regarde les niveaux. Hello Ezoc, hello Ezoc, Nodus toujours fidèle au poste. qui vient de prendre l'ascenseur avec Michel Simès car sachez-le, Nodus est dans les grands médias maintenant, ça y est. Putain, t'as percé. On est dans la team la télévision. Salut Aponira Kija. J'ai pas assez dormi pour des pseudos compliqués, franchement. Appelez-vous genre Bob. T'es nul, Mimi, c'est plus facile. T'es nul, Mimi. Salut Aiden, salut Sapei Sepia. Franchement, soyez sympa avec moi. Évidemment, salut Ezoc et salut Rania. Et bonjour tout le monde et bonjour Kalindi qui est un peu basse niveau son comme d'habitude. Ah ouais? Après la Théo. Bah après, je peux compenser par ma voix de crécelle cristalline. Comme on dit, projeter ta voix. Bien Je sais sûr. faire ça. Bien sûr. Car tu as fait la chorale. Mardi, au théâtre. Car j'ai fait la J'aime chorale. bien parce que t'as immédiatement un accent un peu de ces mères maquerelles de Pigalle Bien des sûr. années Arletty un peu. 50. Ouais, carrément. Comment vas-tu, ma chère Kalindi? Eh bien, moyennement. Si Très on bien. peut dire la vérité, voilà, Oui. j'ai eu plein de pépins de santé, faut que je déménage, j'ai pas eu de vacances, donc je suis au bord de ce qu'on peut appeler, là j'ai besoin de vacances bout du en fait. Rolls. Voilà, le bout du rouleau. Le Rolls est tout Et près il du est bout, quoi. vraiment, il est là, et donc là j'ai besoin de vacances en très grande urgence. Ça tombe bien, je pars à l'île Maurice, pas plus tard que dans un mois, pour une durée de 1 mois. Trop bien, tu vas voir ta famille. Je vais voir ma famille, je vais aussi pas voir ma famille parce que c'est des vacances quoi, donc Ouais. faut quand même se reposer, sachant que ma famille est une famille intense, voilà. Est-ce Donc que du repos en prévision. du coup, pour celles et ceux qui Ouais. ont eu le bon goût de lire Les Jours Mauves, ton premier roman déjà disponible partout en librairie, qui parle beaucoup de ta famille et notamment de feu ton père mauricien, est-ce que ta famille a lu le bouquin? Est-ce que tu as eu des retours de ta famille mauricienne Non, sur, non, Seigneur, personne n'a songé à leur envoyer et c'est tant mieux. Ouais, mais je sais pas, ils ont Google quand même. Ils ont certes Google, mais honnêtement, tout le monde m'a. En fait, je crois qu'ils sont juste contents d'avoir quelqu'un qui a publié un livre, ils sont fiers. Mais je Ils pense peuvent de dire on là a une écrivaine voilà. dans la De famille. là à aller le lire, je suis pas sûre qu'ils le liront parce que je crois que ça les intéresse pas beaucoup. Mais on ne sait jamais. Peut-être mes cousins le liront. Voilà, mais écoute, je suis globalement ravie. Sinon, à part mes petits problèmes de santé et mon besoin de vacances, écoute, la vie va bien pour moi. Et toi, ma chère Mimi, parce que je t'ai pas vue depuis des mois, c'est terrible. Oui, bah c'était l'été, c'était les vacances. Tu Bah étais oui. par Mons et par Vaux. Bah, toi Et aussi. ça fait longtemps du coup qu'on s'est pas retrouvés, notamment sur Pour le Twitch book pour club. faire un book club. Donc on est ravis, perso. Je suis Je ravie. crois que le dernier de te qu'on a fait, retrouver. c'était sur mon propre livre. Bah oui, parce qu'on devait faire Revival de Stephen King qu'on fera en fin d'année. Parce que avant ça, eh bien, on va vous parler de 3 bouquins parus chez Eldercraft, Oui. le partenaire, merci beaucoup, de ce live. Merci Eldercraft. Mais on vous en dit plus très vite. Moi, écoute, ça va pas mal. Je suis Ouais. un peu fatiguée là tout de suite parce Ouais. que j'ai peu dormi cette nuit, mais pour des raisons de type qui me vont bien. Je pense qu'on a fait quelque chose de bien hier soir avec mon mec. C'est très bizarre, on dirait. On dirait qu'on est dans une société secrète. On a fait quelque chose de bien. On a sauvé la France. J'aimerais beaucoup. Peut-être, c'est pas peut-être je suis espionne, tu l'appartement vois. d'une personne qui a une identité secrète. C'est Il y a des exactement ce citrouilles que je partout veux et des que tu champignons. penses. Mon identité secrète déteste l'automne ainsi que les citrouilles. Mais est-ce Merci que quand t'as une beaucoup, identité Isa. secrète, t'es obligé d'avoir un appartement vide pour pouvoir le quitter rapidement, non? Je pense que ça dépend de combien t'as de budget, surtout en termes de financement. Est-ce que t'as genre des appartements dans chaque capitale Je crois qui pas. font genre qui ressemblent à l'appartement de quelqu'un? Bon, je pense avec la France est en crise finalement. La France est en Avec crise, même pour les l'inflation, la services dette, secrets, vous le saurez. c'est compliqué. Non, bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie de te retrouver pour parler Moi aussi, tu m'as literature. manqué. On n'a même pas eu le temps de se débriefer notre existence, qu'on est déjà là à vous servir sur Twitch. Mais c'est fou pas quand même. grave, on aura le temps après. C'est merveilleux. Certes. Désolée d'ailleurs pour ce léger retard. La photo, Navré, mille quoi, choses. Alors, RER, oui, si j'ai oui, bien compris. la faute d'abord, en fait, vous savez, enfin personne ne le sait en réalité, j'ai acheté une maison à la campagne, donc je partage mon temps entre le Perche et Paris. Personne ne le sait, t'en parles tout le temps. Non, mais oui, non, mais pas de ce qui va suivre. Et donc, quand je suis à Paris, je suis chez ma mère. Et ma mère habite où? À Levallois-Perret. À Levallois-Perret, avant, il y avait 3 lignes de métro, mais depuis quelques années, il y a le train qui fait Levallois-Perret, Saint-Lazare en 7 minutes. Les gens qui Incroyable, sont ça a pas dû te parisiens, changer il y en la a- vie. Mais moi, combien de fois ça m'a sauvé l'existence, même quand j'allais en soirée et tout, c'est extraordinaire. Sauf que ce train, comme chaque service de la RATP finalement, fonctionne une fois sur 18. Donc, des cheminots parmi vous. Bah, c'est pas forcément la faute des cheminots. Bien sûr que non, pardon, autant pour moi. Sachant qu'une fois sur deux, c'est genre, bah, il y a quelqu'un sur les voies. Du coup, on va pas démarrer parce que bah, ça se fait pas.
c'est pas la faute du cheminot. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à réfléchir de tu payes ton ticket au prorata de combien le service a été effectué, et quand le service est effectué à 4% sur 100, je pense qu'on peut dire que tu payes 20 centimes de ton. Voilà, c'est une idée que je lance à la mairie de Paris. J'aime bien cette idée. Ah, Cal, apparemment ton micro fait cric. Attends, je vais faire la technique débrancher, rebrancher. Merci Nodus pour l'info. Mais Nodus, t'as pas un truc à faire là? T'as pas une télé à accomplir? Je sais pas, on va pas trop dire. Ah ouais, mais... Putain, mais tout est secret chez vous, quoi. De l'appartement à l'identité en passant par tout. Hop, je débranche, rebranche ici aussi. Est-ce que c'est mieux, cher Kalindi? C'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux, j'en sais rien. C'est pas moi. Tu as hâte de. C'est quoi ton moment idéal à l'île Maurice où t'es là? J'ai trop hâte d'être à ce moment-là, genre à poil sur la plage, en train de manger tel truc. Tout à fait. C'est quand je serai sur ma plage qui s'appelle la plage Hibiscus, qui est une plage semi-privée, qui est très pénible parce que du coup t'as que des trous du cul de riches qui ont des baraques de fous que je peux pas m'offrir, donc j'ai le seum. Bon bref, il y a un coin où les gueux comme moi peuvent aller néanmoins, et j'ai hâte d'être. Ceux qui ne possèdent pas la plage. C'est ça. J'ai hâte d'être dans ce coin en minuscule bikini et sans personne. C'est-à-dire que mon mec ne vient pas avec moi, mes amis ne viennent pas avec moi. J'y vais solo. Et c'est mon rêve absolu. Voilà. Mais pour terminer ma petite histoire, parce que ça intéresse tout le monde évidemment. Oui, le train jusqu'à Saint-Lazare. Voilà. Donc le train a été annulé, puis le second a été. Ça recoupe. Attends, ça recoupe. Mais alors. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, tu vois, j'ai pas vraiment de plan. Peut-être traficoter un peu le sale. Ah oui, peut-être au pire change de câble. Dites-moi, est-ce que ça continue à recouper ou pas côté Kalindi? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc oui, et du coup j'ai dû prendre un taxi qui est resté bloqué place de Clichy. Le gars, je me disais mais vous comprenez pas, j'ai une émission en direct. Oui. C'est comme Nodus, Michel Simès m'attend. Mais oui, c'est ça. Et je me suis dit il va jamais me croire parce que je suis trop mal coiffée. Il va dire c'est impossible que cette femme fasse des émissions en live. Alors je suis désolée, déjà t'es très belle. Et merci. Aussi les grandes émissions, il y a maquilleur, coiffeur, tout ça. Pas chez moi. Il y a pas. Voilà, c'est un peu décevant. On est pas passé au make-up. Enfin moi personnellement j'ai mis du make-up parce que waouh ma gueule a été compliquée. Mais c'est pas professionnel comme activité. ça se voit un peu. C'est dommage. Isoké pour l'instant. Putain, il y a des gens qui ont repris ton expression, c'est insupportable. Isoké, c'est pas moi, c'est Marie Camier qui me l'a filé, que du coup rendons à César quand même. Continuer à répandre. Let's talk about le sujet. Et oui, on est là pour ça finalement. On est là pour vous faire un book club, à savoir une critique de bouquins et une discussion autour d'un roman édité par notre partenaire pour les 3 prochains book clubs. Donc on est ravis, merci beaucoup à Eldercraft, qui est une maison d'édition que je connais bien puisqu'ils éditent notamment l'univers d'Aria, Game of Roll de Fibre Tigre. À la base, Eldercraft n'éditait pas de fiction, c'était beaucoup de bouquins de jeux de rôle et de choses sur tous les univers de l'imaginaire pour le coup, mais pas de la fiction. Et récemment, ils ont lancé leur première collection fiction avec 3 et pas des moindres. Et pas des moindres. Avec 3 titres dont on va vous parler dans 3 book clubs. Et on commence avec, j'avoue, celui qui me tenté le plus des 3 parce que je suis un peu un bonhomme, n'est-ce pas? À savoir Cendressant. Un sacré pavasse, comme on dit dans pavasse, le milieu. Ouais, voilà, c'est... Bon, évidemment, je l'ai lu en 2 jours parce que je n'ai aucun self-control, mais c'est pas grave. Tu l'as lu en 2 jours? Ouais, tu vois, je l'ai lu comme on binge une série. Ouais, on en parlera, c'est un bouquin dans lequel quand tu rentres, franchement, t'as du mal à le lâcher. D'un auteur dont on s'est demandé en off juste avant comment qu'on prononce son nom, parce que c'est, comme vous le voyez, DJ.J.Molles. On aurait pu regarder sur internet quel était son nom entier pour pouvoir le restituer de manière professionnelle. On l'a pas fait, donc on va l'appeler DJ Molles. Ce que j'aime bien, c'est un petit côté Pitbull, Mr. Worldwide et tout. Oui, c'est vrai. C'est un auteur de thriller à la base qui, du coup, n'est pas un habitué de la fantasy et qui s'est lancé dans le genre avec Cendressant, que personnellement j'avais hâte de lire parce que ça avait l'air un peu différent de beaucoup des romans de fantasy que j'ai lus, à savoir une tripotée. Parce que toi, faut dire, de prime abord, que c'est quand même un peu ta came. Ouais, là, t'as lu Game of Thrones, ça avait quoi, 8 ans et demi? Oui, j'ai lu le Silmarillion à 5 ans, comme chacun fait. Actuellement, ma télé est en pause sur le final de Rings of Power saison 2. Je suis dans un niveau de à fond, mais à fond. La saison 1, j'étais là, on s'est quand même un peu fait chier, c'était lent. Là,
saison 2, épisode 1, j'étais en mode let's go, c'est bon. C'est vraiment... Vous saurez que moi je me suis un peu ennuyée alors que j'ai trouvé ça vachement bien en fait. J'ai regardé les premiers épisodes de la première saison, après je me suis trop ennuyée, j'ai arrêté. Et là quand j'ai vu les bandes annonces de la saison 2, j'étais là, waouh, ça a l'air si épique, car c'est à peu près le seul mot de vocabulaire que je possède pour décrire tout ce qui est fantasy finalement. Donc je vais le dire à peu près 800 fois pendant la prochaine heure. Épique pendant ce live, que d'ailleurs vous pouvez bien sûr retrouver en replay podcast et vidéo après sa diffusion si jamais vous ne pouvez pas rester avec nous tout le long. Faites un effort avant de se lancer dans le vif du sujet. Petit point spoiler pour les gens comme moi qui n'aiment pas les spoilers. Sure. D'habitude, quand on vous fait un book club, on vous prévient bien à l'avance pour que vous ayez le temps, si vous le voulez, de lire le livre et d'en débattre en entier avec nous sans craindre de vous faire spoiler la fin. Là, on vous a prévenu un petit peu en last minute, c'est-à-dire hier. Et c'est comme on l'a dit, un bon gros pavasse. Et surtout, on voudrait pas vous gâcher le plaisir de découvrir... Pavasse rôti Pasco. Allez, toujours plus. Faut continuer. On voudrait pas vous cacher le plaisir de découvrir l'intrigue, donc on va pas vous spoiler la fin par exemple, on va pas vous spoiler les points essentiels, genre qui c'est qui meurt et tout, mais on va vous parler globalement de cet univers dans lequel on s'est immergés toutes les deux, et puis on espère vous donner envie de lire Cendressant. Je vous mets il y a une petite commande point d'exclamation livre, que je vais mettre dans le chat et qui bien sûr va marcher du premier coup, qui vous permettra de commander le livre en librairie, simplement sur Place des Libraires, afin de soutenir votre librairie préférée, évidemment. Et moi, je voudrais juste dire un truc, j'ai fait la promo du livre avant même de l'avoir fini, puisque j'étais au salon du livre du Mans ce week-end, et que je lisais le roman sur mon stand, puisque l'ennui était quand même présent à certains moments. Vu qu'en plus, moi, j'étais à côté d'une autrice qui s'appelle Maud Ventura, que notre Fabrice Florent a reçu dans son podcast. Maud Ventura, qui signe à peu près 6 millions de romans à la minute. Les gens font la queue 6h45. Et autant de lecteurs. Et du coup, moi, j'étais à côté en mode, c'est bien, il y a une personne par heure pour moi et c'est super. Du coup, j'ai lu Cendres et Sang, je l'ai terminé sur mon stand et écoutez, j'en ai parlé à tous les gens qui me disaient qu'est-ce que vous lisez? J'étais là, bah voilà. Donc je l'ai pitché plusieurs fois, l'ai-je bien pitché? Pas sûr. Le livre est pas simple à pitcher. Non, mais en même temps, on est sur une intrigue relativement resserrée quand même. Certes. Notamment pour de la fantasy, on va pas partir aux quatre coins du monde. Oui, on va pas aller dans 18 royaumes, familles avec des noms bizarres, genre Targaryen. On va rester sur un petit groupe de personnes qui sont en train de faire un truc très précis. Exactement. Dont on va causer. Mais avant ça, on l'a dit, moi, la fantasy, oui, c'est plutôt ma came. Je pense que je suis tombée dedans petite. Mais en même temps... Je pense que c'est à l'adolescence que j'ai vraiment développé mon amour pour la fantasy, parce que petite, je lisais de la fantasy, plutôt genre Harry Potter, donc de la fantasy dans l'univers moderne, contemporain et tout. Là où je me suis vraiment mise dans la fantasy plus médiévale fantastique, c'était avec Le Trône de Fer, une saga de George R. R. Martin jamais terminée. Et ça m'a tellement happé que j'aime bien les univers de l'imaginaire et je me suis plongée dans beaucoup de bouquins de fantasy. Et j'adore ça, je pense que c'est 75% de ce que je lis en vrai. Ah ouais, c'est énorme. La fantasy, ouais. Oui, après, beaucoup moins de drames intimes. 25% Stephen King, 75% fantasy. De temps en temps, Stephen King sort un roman et ça me donne l'occasion de lire autre chose. Mais Stephen King, il écrit parfois de la fantasy, non? Oui, il en Par a exemple, le gars en noir là. Le pistolero, la tour sombre. Ouais, alors la tour sombre c'est bien parce qu'il y a tout, c'est science-fiction, fantasy, western, contemporain, tout ce que vous voulez parce que c'est une grande saga, c'est 6 bouquins. C'est le seul que j'ai lu les deux premiers. Mais il a écrit aussi de la fantasy plus classique, notamment Les Yeux du Dragon, qui est un bouquin fantasy pour enfants, dans le sens où il y a quand même un méchant sorcier et tout, mais en fait il a écrit un bouquin qu'il voulait que sa fille puisse lire parce qu'elle était trop petite pour lire, par exemple Le Fléau, où 92% de la population meurt immédiatement, et il a écrit d'autres trucs plus fantasy adulte, notamment Le Talisman qu'il a coécrit avec Peter Straub, et là récemment il a sorti Conte de fées, Fairy Tail littéralement, qui est l'histoire d'un gamin qui s'immerge dans un monde fantasy pour sauver son chien. Un vieux chien qui est à ça de passer l'arme à gauche et il est là, not on my watch, et j'ai commencé le livre, j'étais là, s'il arrive quelque chose à ce chien, I swear to God, j'arrête. Je vais péter un câble, Steven, je vais venir chez toi et on va parler. Alors juste pour répondre à Amilaya, non, alors il n'y avait pas eu le book club Stephen King, mais on revient à la fin de l'année avec Revival. Oui, si tout va bien. J'ai tellement hâte de t'en parler. Je vais enfin lire ce livre, peut-être. Franchement, c'est un de mes préfs, j'ai trop hâte de t'en parler. Coucou Joe Coco, Joe Coco que tu connais, Joe qui nous a aidé à lancer la chaîne Twitch de Mademoiselle. Bien sûr, à l'époque, et qui maintenant travaille notamment avec Samuel Etienne. Bonjour Joe. Bonjour Samuel Etienne aussi. On vous adore.
Vous l'aurez compris, moi la fantasy c'est plutôt ma cam. Ouais. Mais quid de toi? En fait, je me suis rendu compte que même si on se connaît depuis longtemps, et notamment on a bossé ensemble en pleine période Game of Thrones Max, bah je sais pas si t'aimes bien en fait la fantasy, notamment en bouquin. Je dirais que c'est mon genre préféré, j'en ai lu énormément. Alors pour être tout à fait honnête, c'est vraiment, il y a ma cam et il y a la fantasy, c'est-à-dire... C'est 2 diagrammes de veine qui ne se croisent pas. C'est ça. Moi j'aime les petits drames intimes, dans des milieux ruraux, qui sont bien déprimants et à la fois on y trouve un peu de lumière. Typiquement où vivaient les gens heureux, dont on avait fait un book club, c'est totalement ma cam. Qui m'a le plus fait chialer de ma putain Voilà. de vie. J'étais là, mais Kaline, dis pourquoi tu fais ça? Je vais mal. Cela dit, peut-être que je me suis un peu vengée avec Sandressa. Ah oui, je crois, ouais. On je va en dirais pas que reparler, c'est une mais... partie de plaisir et une Certes. petite lecture light Ah non, c'est clair. pour se mettre de bonne humeur. Je vous raconterai comment j'ai lu Cendres et Sang et mon mec il était là, ça va, j'étais là moyennement. Et toi, et lui il lisait le barman du Ritz, fou le 3e Reich et tout, j'étais là, waouh. Oh le bain de l'enfer quoi. Et et je crois que j'avais jamais lu de bouquin de fantasy à part Le Pistolero là, Stephen King, La Tour sombre, donc j'ai été obligée de le lire parce qu'à l'époque je sortais avec un fou de fantasy, mon ex Noël qu'on embrasse très fort. Oui, que j'aime beaucoup. Et tous les livres J'ai un une peu pensée comme pour ça. Nodus qui sort avec moi, je suis là. Ah, du coup, c'est ça qui que ça ressort. fait. Et quand on est avec des hommes hétéros, souvent on est obligé de lire des trucs de fantaisie à un moment donné ou à un autre, j'ai l'impression, et c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, j'ai plutôt kiffé, j'ai appris pas mal de choses parce que moi, je suis vraiment quelqu'un, parfois je suis fermée d'esprit, je dis non, j'aime pas, alors que j'ai même pas essayé de goûter au machin, quoi. Et quand j'avais lu La Tour sombre, bah tu vois, je m'étais pas arrêtée au premier, j'ai lu le second. Et puis après, on a lu Le Problème à 3 corps, qui est quoi, de l'anticipation, ouais, de la science-fiction. Et alors, ce qui est encore pire pour moi, quoi, la SF que. Et finalement, j'ai passé. Bon, après, j'ai préféré aussi, à toi. C'est de la SF très mathématique, très. Oui, il y a des moments où il y avait des limites des équations sur la page. Où toi et moi, on a fait un bac littéraire, on était là, bon. Oui, mais ça n'empêchait pas de comprendre le truc. Et tu vois, j'ai fini par aimer plus que toi, tu n'as aimé le roman. Qui l'eût cru? Finalement. Donc, tu vois, je m'ouvre. Et je disais à mes copines de mon podcast 4 quarts d'heure, qui sort tous les mardis matins à 6h. À peu près, je disais, moi je suis contente de ce book club parce que je lis des trucs que je lirais mais jamais de ma life. Et réciproquement, tu m'as fait lire notamment Où vivaient les gens heureux, donc un drame intime sur la vie d'une femme et d'une mère de famille qui est déchirant, mais qui est juste l'histoire d'une meuf qui vit à la campagne aux États-Unis et qui a juste des enfants et des émotions humaines. Et des enfants qui sont des énormes... Comment on dit, qui sont des gros ingrats, voilà, qui est entouré d'ingrats. Donc c'était une lecture pas mal déprimante. Mais non, moi je connais assez peu la fantaisie, je suis contente de m'y mettre aujourd'hui avec Cendres et Sang. Et j'ai même commencé à lire Orgueil, Préjugés et Sorcellerie. J'ai hâte qu'on en parle parce que c'est beaucoup plus ma cam. Moi j'ai grandi avec Jane Austen, j'ai grandi avec les Sœurs Brontë, j'adore tout ce qui est période romantique anglaise et tout, donc full jupon, on se roule dans le foin, enfin j'adore. On a des émotions, on regarde la lande avec la brise comme ça, l'iode et l'odeur de la bruyère et on se dit est-ce que le garçon du meunier pourrais-je non, je suis noble. Et voilà, c'est ça. Elles sont rarement full nobles, mais sont généralement middle class et tout. Mais tu vois, là, la maison que j'ai achetée dans le Perche, le matin, quand le soleil se lève sur les champs qui sont à côté de chez moi, et parfois il y a les biches. Parfois il y a les biches. Est-ce qu'il y a du brouillard? Tous les matins. Oh là, j'adore le brouillard. À l'aube où blanchit la campagne et tous les matins elle blanchit. Elle blanchit avec la brume, etc. Et parfois sous la brume il y a des biches, des faisans, des campanules. Enfin bon bref, laisse tomber quoi. Et je vois ça et je me dis mon Dieu, mais est-ce que je suis pas Jane? Est-ce que je suis pas Lizzie dans Orgueil et Préjugés? Mais ça on en reparlera la semaine prochaine je crois. Donc en tout cas rien à voir avec Cendres et Sang qui à la base est vachement moins mon truc, mais qui néanmoins m'a pas mal captivée. Très bien, ravie de te l'entendre dire. Et bonjour Émilie SKF, parce que Émilie est la taulière de Stephen King France. C'est la plus grosse nerd de Stephen King de France et je me compte dedans, mais elle me bat. Est-ce que c'est mieux ce mic? Désolée pour ces petites galères techniques, mais vous savez qu'un live Twitch n'est pas un live Twitch s'il n'y a pas de galère technique après tout. Hop, vous avez un gros plan sur mes auréoles d'aisselle. Tu m'épuises. C'est bon. Oh, ça a l'air mieux. Ah bah super, on est ravis. On va pouvoir parler du bouquin une fois que Ok. Je suis fatiguée, hein. L'équipe, je suis fatiguée là en fait. C'est ça qui se passe. Oh là là, je vous jure, c'est terrible d'être moi.
ton téléphone va finir comme le mien. Je vais vous montrer mon téléphone. Je vous montrerai à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il est entièrement cassé. Donc, je devine les choses sur mon écran plutôt que je ne les vois. Et en fait, je regarde mes films et le pire, c'est que je commence à aimer ça. C'est-à-dire que je suis là, j'ai plus envie de changer d'écran parce que j'aime. Je crois que je suis un peu. Je crois que j'aime. Un peu maso. Ouais, un peu, ouais. Mais quand même, t'es un peu cinéphile et tout, et t'es là, je suis contente. Non, mais cinéphile en ce moment, c'est quand j'étais journaliste. En ce moment, je regarde Who Wants It ou je sais plus quoi sur Netflix, là, le truc avec Adrian Brody. Il paraît que c'est bien ça. C'est nul. C'est nul. C'est nul que ça en peut plus. Bon. On est donc là désolé, on est de retour, pour vous parler de Cendres et Sang de DJ Moles. DJ Eldercraft, partenaire de ce book club. Merci beaucoup. On a parlé de notre rapport à la fantasy, mais Cendres et Sang, c'est pas juste un bouquin de fantasy, c'est un roman de guerre. Oui. Et du coup, je voulais savoir, c'est quoi justement ton rapport aux œuvres de guerre, alors à la fois en littérature, mais aussi au cinéma et à la télé, puisque Cendres et Sang est comparé à une sorte de Il faut sauver le soldat Ryan fantasy, et j'avoue que je trouve que la comparaison n'est pas déméritée. Est-ce que t'aimes bien quand c'est la guerre ? Alors, j'aime à peu près autant tout ce qui a trait à la guerre que j'aime la fantaisie. Donc, c'est vraiment la cliente parfaite pour ce livre. Donc, mais alors, à l'origine, de toute façon, moi j'aime la violence quand elle est. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai vachement de mal à la supporter quand elle est dans, par exemple, la science-fiction. Ça m'agace vite et tout. Alors que quand elle est dans un film ou dans un roman d'horreur, tout de suite je suis captivée. Alors je ne sais pas pourquoi, on a tous nos sensibilités propres. Mais du coup, Alien par exemple, c'est de la science-fiction, mais aussi de l'horreur. Et ben Alien, c'est le très bon exemple, c'est-à-dire que ça fait chier parce que je sais que c'est le film culte du cinéma d'horreur. Ouais. Alien, ça me fait un peu chier. Voilà, ça me fait un peu chier. Ce huis clos d'acier dans l'espace, là, voilà, c'est pas ce qui me réjouit le plus. Moi, j'aime les univers. Oui, en termes de réjouissance, je sais pas si Alien est un film très réjouissant. Non, mais moi, j'adore quand c'est gore. J'adore les films de monstres. C'est vraiment une de mes premières passions en plus dans ma cinéphilie. Et les films de guerre, j'ai longtemps détesté ça. Et en fait, je crois que j'aime de plus en plus ça. Mais quand on a vraiment un angle parfois un peu romantique, par exemple. Un long dimanche de fiançailles. Voilà. Mais par exemple, un film que j'ai adoré, un film de guerre que j'ai adoré ces dernières années, c'est 1917 de Sam Mendes, que j'ai vu au moins 4 fois au cinéma, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Mais tu sauras que la comparaison que tu as faite avec Il faut sauver le soldat Ryan, je ne peux pas la comprendre puisque je ne l'ai jamais vue. Voilà. C'est dingue quand même. C'est dingue, ouais. Ça fait partie des classiques. Je pense que voilà, c'est peut-être le film de guerre le plus connu avec Apocalypse Now ou des choses comme Apocalypse Now que j'ai vu plusieurs fois et que j'ai adoré. Moi, je l'ai pas vu. Et attends, Apocalypse Now, c'est Coppola. C'est Coppola. Et Kubrick, il a fait un film de guerre, non Kubrick, c'est Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Voilà. Mais je déteste Kubrick, du coup, je l'ai pas vu. Ah bon ? Par contre, j'ai vu flemme. J'ai vu Il faut sauver le soldat Ryan. Full Metal Jacket, c'est bien pourtant. Assez tard, c'est-à-dire vraiment, je pense, j'avais déjà la vingtaine, tu vois. Okay. Il était déjà culte et je savais que c'était le film de guerre. Mais un peu comme toi, j'étais là, en fait, les trucs de guerre, ça m'intéresse pas de fou. Notamment dans la fantasy. Alors oui, il y a des guerres, mais pour moi, c'est très différent de lire des chevaliers qui se battent avec des épées ou du poison ou de la magie que de regarder juste des gars se faire mitrailler le bide et puis ils meurent et je suis là, oh. Et à la fois, tu vois... close to home, c'est un peu trop réel. Bah oui, c'est ça. Et on va en reparler, je pense, mais... Oui. Et du coup, de base, c'est pas et moi, je suis un peu sensible, alors pas à tout le gore, mais un peu plus que toi, je pense. Tu vois, ouais. Tout ce qui est, à partir du moment où il y a ce qui est censé être à l'intérieur du corps, qui est à l'extérieur du corps. Ça te plaît pas. Moi, j'adore ça. Sauf si c'est... tout ce qui est entrailles, par exemple. J'adore quand c'est gore. Néanmoins, ce que je ne supporte pas, et un truc qui est pas mal dans le bouquin, on en reparlera, c'est les animaux. Et quand il y a des scènes où il y a des animaux qui sont maltraités ou qu'il y a des chevaux horrible. Qui se... Voilà, ça, je ne peux pas. Alors, autant des gens, aucun souci pour le lire, en tout cas. Mais alors, dès que c'est des bêtes, je ne peux pas, je suis obligée de passer des pages. Et là, j'ai passé quelques pages qui parlaient de ça. Mais est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet ? Ouais. Donc, ouais, les bouquins de guerre, je crois que j'en ai très peu lu. J'ai vu beaucoup de films, sauf Il faut sauver le soldat Ryan, dommage pour cette comparaison du coup. Et je crois que j'aime vraiment ça quand on prend un angle très particulier, et souvent c'est l'angle du pacifisme. Parce qu'il y avait un film que j'avais aimé aussi qui s'appelait Tu ne tueras point, oui, qui est un film, je crois, de Mel Gibson, que je déteste comme acteur et comme humain, oui. globalement, mais qui est plutôt bon réalisateur, et qui est l'histoire d'un gars
qui part faire la guerre et qui lui décide de ne pas tuer la moindre personne et qui du coup va aider, va porter sur des brancards, va servir un petit peu d'infirmier, etc. Sur les champs de bataille. Et en fait, j'aime bien quand l'angle c'est des gens qui sont catapultés dans l'ultra-violence alors que eux, à l'origine, sont des pacifistes. Oui, je trouve que c'est... J'ai pas vu beaucoup d'œuvres qui glorifient la guerre, je dirais. Tout ce qui est beaucoup, notamment dans les années 80, les films d'action en mode trop cool de faire la guerre, ça me... Et j'ai vu Top Gun, j'étais vraiment en mode... Quoi ? Pourquoi ça vous intéresse ? À part le... Oui, j'imagine que c'est cool de pouvoir faire ça avec un avion, tu vois, mais j'étais vraiment en mode oh là là, entre le patriotisme, l'armée, c'est terrible, Tom Cruise, machin. J'ai vu les deux, j'ai préféré le deuxième, mais globalement, ça me fait pas bander, tu vois, l'univers militaire. Par contre, c'est l'aspect humain qui fonctionne, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'œuvres de guerre, notamment Il faut sauver le soldat Ryan, qui se résument, comme dit le dicton, à War is hell. La guerre, c'est l'enfer, peu importe pour quelle raison tu vas, peu importe ton expérience, peu importe à quel point ton combat, entre guillemets, est juste. Une fois que tu y es, c'est l'enfer, et ça réveille aussi des aspects qu'on préfère ne pas regarder en face de l'humain. Et j'avais beaucoup aimé Il faut sauver le soldat Ryan pour ça, parce que déjà, donc de base, donc ça commence avec incroyable scène du débarquement de Normandie, où vraiment t'es immergé dans le truc, et pour moi qui avait juste une connaissance de la Seconde Guerre mondiale académique, je dirais, j'étais en mode waouh. Ah oui, ok, d'accord, genre j'étais vraiment en mode comment ne serait-ce qu'un seul gars a survécu? I do not get it. Ça a l'air d'être perdu d'avance, mais bravo. Mais comme dans le bouquin, à chaque fois qu'il y a un gars qui survit, je suis là, ah bon, comment c'est possible? Mais ça montre aussi que c'est souvent une question de chance, tu vois. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de mérite. C'est souvent genre, la balle, elle est passée à côté de toi. Je crois que la guerre, c'est ce qui s'oppose le plus à la justice, quoi. T'es là, bon, en fait, il n'y a pas de ok, c'est random, tu peux te prendre un truc dans la gueule et éclater d'un coup. Enfin, c'est absolument atroce. Tout à fait. Mais moi, tiens, un film que j'avais adoré aussi, c'est Dunkerque. Ah oui, moi aussi. Oh là là, Dunkerque, comme j'aurais dit au lycée. Vous rappelez-vous, je croyais, non, c'était au collège, je croyais que c'était en Autriche. Voilà. Ouais, très, très bon film aussi qui suit des soldats qui espèrent être secourus. Et Il faut sauver le soldat Ryan, c'est une petite escouade qui part. En fait, il y a un gars qui s'appelle Ryan, du coup, qui il vient d'une fratrie où lui et tous ses frères étaient à la guerre. Et ses deux autres frères sont morts le même jour. Et du coup, le gouvernement est là, voilà, on aimerait bien ne pas renvoyer un gars voir sa mère pour lui dire ton dernier fils il est mort, donc un peu symboliquement, il faut sauver ce gars-là, mais ce gars-là c'est un nobody, tu vois. Et du coup, il y a des gars, Tom Hanks et tout, ils risquent leur vie pour aller sauver ce gars qu'ils connaissent pas, juste parce qu'on leur a dit il faut, mais du coup leur mission c'est sauver une vie, mais à quel prix finalement? Waouh. Car ils ne reviendront pas indemnes bien sûr de cette guerre. Rentrons dans le vif du sujet. Oui. Cendres et sang. Ouais. Est-ce que tu veux tenter le pitch? Allez. Alors, déjà, je voudrais dire que moi, quand il y a des cartes au début des bouquins, en général, je les regarde app. Sauf que... Moi, c'est ma chose, bref. J'en étais sûre. Sauf que là, en fait, au bout de 100 pages, j'étais là. Non, mais je vais quand même aller jeter un coup d'œil à la carte. Attends, je vais montrer la carte. Ouais. Tu parles. Alors, Cendres et sang, ça se passe dans un monde fictif, dans des pays fictifs, et on suit, ça parle de l'Empire branique, dans lequel, pour que les gens puissent notamment avoir accès à une forme d'électricité, pour se chauffer, pour avoir de l'eau courante, etc., ils ont recours à l'alchimie. Et cette alchimie, pour la récolter, il faut brûler des enfants qui sont doués de pouvoirs, qu'on appelle des draïdes. Alors, pareil, on va se confronter à... Est-ce qu'on le dit vraiment comme ça? Moi, draïd, ça me va. Voilà, Draed. Il faut brûler des enfants Draed, donc des enfants qui sont porteurs de pouvoirs magiques, pour récolter leurs cendres et la transformer en alchimie qui va permettre aux gens de se chauffer, d'avoir l'électricité, l'eau courante, etc., etc. Voilà, sauf que le problème, c'est qu'il faut brûler des enfants finalement. C'est un souci. Et il y a d'autres gens qu'on peut brûler pour toujours plus de joie, de sorte à alimenter l'alchimie. Ce sont les Leftiens qui habitent tout simplement au Leftland, qui est à gauche de notre carte. À l'ouest, du coup. Hein. Attends, je le fais pas. T'es chiante, je dis à gauche, tu dis à l'ouest. Voilà, c'est là. Alors là, voilà. J'aurais jamais pu être Miss Météo, putain. Donc ça, c'est l'Empire branique, le grand continent que vous voyez là. Effectivement, à la gauche, à l'ouest, il y a le Leftland, avec notamment la ville portuaire ici, de Port-Alain, qui est... tu dis Port-Alain. Je dis Port-Aloun. Bah
Bref, chacun dit comme il veut. Et donc, on va suivre un soldat qui s'appelle Locklead et dont je suis tombée amoureuse à peu près page 2. Je suis tellement pas surprise. Est-ce que c'est parce qu'il est bourru et viril? Oui, je l'adore, il est traumatisé. Il a des cicatrices, mais je peux le guérir. Tout va mal. Et donc Locklead, lui, il est missionné pour être le chef d'une petite escouade de plusieurs soldats, dont une femme qui s'appelle Ronnie. Qui est une jeune débutante. Qui est une jeune débutante. Elle, ses parents sont morts. Elle doit sauver la ferme familiale et donc gagner un petit peu d'argent et espérer aller trouver des objets de valeur au Leftland. Et en fait, au Leftland, il y a quoi? Il y a les Leftiens, qui sont des espèces de créatures humanoïdes qui sont pas douées de parole et qui vivent nus. Et donc, l'objectif pour cette escouade et pour de nombreuses autres, ça va être d'aller exterminer finalement les Leftiens, de sorte à les brûler et récolter leurs cendres pour toujours alimenter l'alchimie. Sauf qu'évidemment, quand les différentes escouades, et surtout celle de Locklead, vont arriver au Leftland et qui vont commencer à décimer la population, va commencer à se poser des dilemmes moraux, des dilemmes moraux plutôt, qui est, est-ce que cette espèce qu'on est en train d'exterminer déjà serait pas douée de pensée? Parce qu'en fait, on dit à tous les soldats que ces gens sont stupides, que ce ne sont pas des hommes, que ce ne sont que des animaux. Voilà. Et que et même les manifestations, par exemple, il va y avoir un leftien adulte qui semble protéger un leftien enfant, et la justification, ça va être une vache protège bien son veau par réflexe et ça nous empêche pas de les tuer. Donc il y a cette vraie question de qui est considéré comme une personne ou pas, parce qu'ils sont humanoïdes mais ils parlent pas, ils communiquent pas et ils vivent dans une ville et ils utilisent des outils, mais qui, selon en tout cas la version officielle, vient d'un peuple qui est maintenant disparu. C'est pas eux qui ont été capables on les a jamais vus officiellement fabriquer des choses, construire une maison, faire du feu, voilà. Par contre, ils ont un pouvoir spécifique. C'est pour ça que leur cendre peut alimenter cette alchimie. C'est un pouvoir de télékinésie, principalement, je dirais. Ouais, ils peuvent soulever des objets, les jeter des gens, les pousser, etc. Mais pas tous. Oui. Tous les Leftiens ne sont pas doués de magie. Et en fait, alors un truc qu'il faut aussi préciser, et alors c'est pas du spoil parce que c'est dit dès le départ, c'est que Locklead lui-même a été papa d'une petite fille qui était une Dread, donc qui a été enlevée par ceux qu'on appelle les trackers, qui sont les gens qui sont eux-mêmes doués d'un certain pouvoir, puisqu'ils peuvent détecter qui sont les gens doués de pouvoir, quels sont les enfants qui vont être enlevés et brûlés. Voilà. En métier comme un autre finalement. Et donc Locklead, on lui a enlevé sa petite fille, on l'a brûlée pour alimenter l'alchimie. Et donc Locklead, en dépit du fait qu'on lui a pris sa fille, va quand même aller servir l'Empire Brannique au détriment de ses propres croyances et de sa propre haine pour l'Église. Parce que tout ça, c'est alimenté, c'est régi par l'Église, qui est vraiment la force dominante de l'Empire Brannique et à laquelle les autres doivent absolument se plier, peu importe leur rang, peu importe leur statut. Puisque c'est l'Église qui maîtrise l'alchimie, qui permet du coup des avancées technologiques et un certain confort de vie, mais aussi parce que cette église, elle justifie, du coup, c'est l'autorité morale et éthique. Si l'église dit ce ne sont pas des êtres doués de conscience, ce n'est pas un péché du coup de les tuer, et même c'est peut-être les dieux qui nous ont envoyé cette réserve de pouvoir, etc. Et d'ailleurs, un des personnages que j'ai beaucoup aimé, c'est un prêtre qui suit l'escouade comme ça. Il y a beaucoup de personnes religieuses, d'officiels religieux qui suivent les soldats, que ce soit pour donner les derniers sacrements ou quoi dans la vraie vie. Et ce prêtre, c'est sa première bataille, donc c'est la première fois qu'il se confronte en pratique à tout ce qu'on lui a appris et qu'il a prêché en théorie, à savoir pas de souci à tuer les Leftiens. C'est comme c'est un job un peu moche, mais c'est comme aller dans un champ, et ratisser des vaches. Sachant que lui-même ne le fait pas. Donc, lui, il regarde. Lui, il compte tous les gens qu'on décime. Et voilà, c'est son petit job. Et c'est vrai que ce personnage est super de bout en bout, je trouve, et connaît une vraie belle évolution. Mais en fait, j'ai compris qu'à la moitié du livre que c'était un mec jeune, en fait. J'étais persuadée que c'était vraiment une personne extrêmement vieille. T'as vu un peu un vieux prêtre et tout. Mais tu sais, dans ton imaginaire, souvent, tu vois le pape, quoi. Enfin, personnellement, quand je me représente l'église, je vois le pape, c'est la seule puissance religieuse. Tu vois, un genre de Tom Hardy couturé. Ouais, exactement. En un peu plus vieux.
Écoute, finalement, on s'en est sorti avec l'explication de. Je pense. Parce que c'est Dites-nous. pas si compliqué. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit est-ce que c'est un one shot? Non, il y a 3 romans, c'est une trilogie. Celui-ci étant le premier, évidemment. Cela dit, je pense, parce que Arnaud dit une certaine personne m'a influencé dans le monde de la fantasy avec Chronique du tueur de roi qui ne finira peut-être jamais. C'est moi, clairement. Ah J'avais bon fait un live sur Le Nom du Vent. En français, c'est le titre du premier. Et tu vois, j'ai un gros machin là qui s'appelle Le Nom du Vent, puisque Ah ouais. Brajlon avait eu la gentillesse de m'offrir cette version méga collector et de me permettre d'en lire une partie en live. Notamment, je trouve que c'est un des meilleurs. Tu veux dire que tu as incipits. lu sur Twitch? Oui, comme ça les gens ils écoutent. J'adore lire à voix haute. J'adore, mais je sais que tu le faisais. Voilà. Ah oui, mais je savais pas que tu le faisais en live. Ok, très intéressant. Et c'est notamment, je trouve, une des meilleures intros de l'histoire de la littérature, tout simplement. Ah bon, tout ça? Mais, mais Le Nom du Vent n'est pas fini. Et l'auteur, je pense, nous fait une petite George R. R. Martin. Je pense qu'il va pas finir. Wow. Il est moins âgé, mais je pense qu'il a Autre chose à lâché foutre. prise et ça commence à faire vraiment un moment. En plus, qu'il promet des trucs. Genre, les fans sont un peu remontés contre lui, tu vois, parce qu'il promet des trucs et limite il embrouille un peu les gens qui lui disent c'est quand le prochain. Et je suis là, bah mon gars, t'as fait une trilogie, t'en as sorti 2, ouais, les gens ils vont te demander c'est quand le prochain, c'est un peu le concept. Bref, du coup il y en a 3 sans le récent, mais je trouve que ça se tient dans le sens où tu peux ne lire que celui-là Ouais. et pas forcément être frustré. L'histoire est quand même comme on est voilà sur cette escouade pendant une croisade, puisque c'est comme Ouais. ça que s'appellent ces expéditions, hein, encore le thème religieux. L'intrigue se finit de façon assez satisfaisante, même si on va pas vous spoiler la fin. Et après, on parlera de est-ce que ça nous a donné Ouais. envie de lire la suite. Mais moi, je trouve. Alors, moi, ça m'a donné envie de lire la suite. Bon, alors, on en Bah, on parlera le dit tout à l'heure, maintenant, ouais. non, on le dit maintenant. Non, moi, ça m'a donné envie. envie de ouf de lire la suite, tout simplement parce que bon, le bouquin est hyper bien foutu et qu'à la fin, tu as des ouvertures sur les personnages qui restent, où tu te dis, bon, bah en fait, je peux pas en rester là, j'ai envie de savoir ce qu'ils vont faire maintenant pour le reste de la croisade, pour la fin. Et maintenant, ils ont commencé à remettre en question leur manière de penser et qu'est-ce qui va advenir de la suite, quoi. Mhm. Est-ce qu'on qu'ils vont aller se peut rebeller contre l'Église, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut se soulever contre ce système, sachant que la population, quand bien même on arrive à la persuader que les Leftiens ne méritent pas d'être assassinés, devrait abandonner, tourner le dos à beaucoup de confort, sauf si peut-être ils trouvent une autre façon d'avoir ce confort que de brûler des gens ainsi que Des enfants. Ton avis global sur Ouais. le livre, toi qui du coup n'étais franchement pas la cible au premier abord. Déjà, j'aimerais dire que j'ai mis du temps à m'y... Enfin, c'est pas que j'ai mis du temps à m'y mettre, c'est que... Si, bah, c'est exactement ça, en fait. Et j'ai eu peu de temps pour moi les dernières semaines, et donc peu de temps à dégager pour lire un livre de 700 pages, finalement. Et sitôt que j'ai eu commencé, j'ai pas pu m'arrêter. Et en fait, c'était devenu un rituel. Genre, dans ma maison de campagne, tous les soirs, je me faisais couler un énorme bain. J'adore Et ta pendant vie. 1h30, j'étais dans mon bain, mon mec qui lisait son livre, et on se parlait un peu du livre qu'on lisait chacun et tout. Et je pense notamment que ça va grave plaire à mon mec. Yes. Et du Qui coup, je pense que lui-même était en train de lire un livre sur le Troisième Reich. lui-même si je était en m'abuse. train de lire un livre sur le Troisième Vous étiez Reich, dans et donc une on était thématique commune, voilà. Guerre, déshumanisation, Voilà. extermination de peuple, Extermination des enfants également, oui, Oui. tout à fait. ainsi que Sandre. Bon, Tout à fait. Donc, excusez-moi, je rate à boîtier. c'est parce qu'on Mais- boit du coca. Ouais, tout à fait. Non, mais écoute, mon avis global, c'est que le livre est ultra prenant. À partir du moment où tu rentres dedans, c'est très simple de rentrer dedans. J'avais peur qu'un peu comme dans... J'avais essayé de lire quand j'étais ado, Le Seigneur des Anneaux, et je Ah trouve ouais. que tout de suite... Vous voulez 8 pages de chansons en elfique? Ouais. Ok. Voilà, et ok, donc bon. j'avais très vite été là, oulala, pas pour Wham, Il y a en fait. du monde, là, il n'y a pas une carte, il y a 8 cartes au début, il Ouais. y a plein de peuples, il y a plein de noms, t'es là, voilà. Moi déjà que la géographie de notre monde actuel, le monde qui existe, c'est une tanasse. Alors le reste, c'est pas la peine. Donc du coup, ça m'avait démoralisée. J'étais là, oh, voilà. Et là, je me suis dit putain, si ça commence, il y a 800 familles, 800 communautés, 800 machin Mhm. trucs avec son vocabulaire, ça va être une putain de chienlit. Et en fait non, l'introduction au texte est plutôt simple. Je trouve qu'on s'attache hyper vite au personnage de Locklet, qui est quand même le grand héros de ce premier tome. C'est le personnage principal. C'est le clairement. personnage principal, même si les autres n'ont pas à rougir de leur place dans le bouquin, et notamment le personnage féminin central qui s'appelle Ronnie, que j'ai trouvé vachement bien foutu pour Ouais. une meuf écrite par un mec. Carrément, et en Franchement. plus pour un personnage de jeune, c'est une bleue comme on dit, Ouais. donc c'est une jeune femme dont c'est la première bataille et qui va du coup être un peu mentorée par Locklead. Ça aurait pu vite tourner à soit un truc un peu paternaliste, Ouais. soit la classico-romance Ouais. avec beaucoup d'années d'écart. Et en plus Et c'est un personnage féminin qui
son genre compte parce qu'il y a aussi une idée de il reste ses frères je crois et son père qui en gros pense qu'elle vaut rien parce que c'est une meuf et qu'elle peut pas accomplir autant, elle peut pas ramener autant d'argent, donc elle a aussi une revanche à prendre sur le patriarcat, n'est-ce pas? Ce qui est bien mené pour un auteur exactement, masculin, et en plus on tombe pas dans la romance fastoche, donc ça franchement j'ai trouvé super. Le livre est très violent. On va pas se mentir à ce sujet. On va pas voilà, tortiller du cul, quoi. Hein. Voilà, c'est très... moi, j'ai dû m'arrêter à plein de moments parce que, au regard de l'actualité... voir des enfants, enfin imaginer des enfants brûlés, c'était clairement pas ce dont j'avais besoin à l'instant T. Dans ma petite baignoire. Vous êtes au courant, il y a 2-3 guerres actuellement dans le monde, voilà, et 2-3 expéditions qui peuvent s'apparenter à de l'extermination. Donc oui, la conjoncture fait que c'est... Alors il y a toujours des guerres en cours dans le monde, mais là, ces dernières années, ça... on a passé un petit potard. Ouais, c'est clair. Donc je comprends qu'il y a ce côté... il y a des moments pas simples, ouais. Moi, des fois, tu sais, quand j'allume ma télé, genre, je regarde pas la télé, j'utilise genre les applis Netflix et tout. Mais quand j'allume, des fois, elle met la télé toute seule et c'est genre BFM ou quoi. Et vraiment, je suis en mode non, je ne veux pas, là, maintenant, me confronter à la réalité du monde. Je le ferai en mon temps et à ma façon, plutôt en lisant qu'en regardant. Et quand ce sera fini. L'info en continu. Mais je comprends que, oui, cette conjoncture actuelle a fait que... Heureusement que t'étais dans un bain chaud. Heureusement. Histoire de te réconforter un petit peu, quoi. Ouais, c'est clair. Mais sinon, j'ai trouvé l'intrigue assez passionnante. J'ai trouvé les personnages très bien écrits. C'est-à-dire que personne n'est juste ultra soumis à l'église ou personne n'est juste aveuglément rebelle. J'ai trouvé tous les personnages assez nuancés. Et même quand il y a une espèce de... même quand il y a des déchaînements de violence, juste après, il y a des réflexions philosophiques et morales. Et donc, j'ai eu beaucoup de matière à réflexion, finalement. Ça m'a fait pas mal de bien. Je me suis rendu compte que j'avais pas activé mes cellules grises depuis un petit moment. Car t'as pas genre écrit un livre récemment? J'ai écrit mon 2e roman cet été là. C'est ce que j'appellerais activer ses cellules grises. Quand même. Mais oui, d'accord. Mais je suis restée dans des contrées que je connais, si tu veux. Tu vois, un petit drame intime entre quelques personnages. Voilà. Je vous en parlerai. Un peu plus sortie de ta zone de confort. Là, je suis complètement sortie de ma zone de confort. Mais ouais, j'ai été prise par l'intrigue. Je suis tombée assez facilement amoureuse des personnages. Il y en a que j'ai détestés, mais pas fondamentalement. À part évidemment, il y a un grand méchant avec son escouade de grands méchants. Bon, lui, je lui souhaitais que du mal. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment prenant. Le truc qui m'a un peu dérangée, je pense, c'est les nombreuses allégories au monde animal. Du monde animal. Donc il y a plein de pages que j'ai dû passer parce que j'étais là, waouh, les trucs de bébés, comment on appelle, de bébés orques qui continuent à suivre la maman orque même quand elle a été harponnée, qu'elle est sur un bateau, donc le bébé continue à suivre. Enfin des trucs atroces. Et moi dès que ça a trait au monde animal, je ne supporte pas. Tolkien, hein. Non, des orques, les baleines marins. Et donc il y a plein de pages, mais en fait c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant, tu vois, c'était comme la population des Leftiens est totalement déshumanisée et comparée aux animaux, c'était hyper intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui pousse les gens à croire qu'on peut déshumaniser aussi facilement une population juste parce qu'ils nous ressemblent, juste parce qu'ils font pas exactement les mêmes choses que nous, juste parce qu'ils sont pas doués de langage, d'autant plus que c'est hyper intéressant ce truc de une fois qu'ils vont au Leftland, ils se rendent compte qu'en fait tout est mieux que chez eux, tout est vachement mieux fait, tout est plus beau, qu'ils ont un rapport à la nature vachement plus poussé, donc il y a des fleurs qui poussent partout, on arrive à soigner avec les plantes, etc. Chose que eux ne font quasiment pas, d'après ce qu'on nous donne à manger, quoi. Parce qu'ils se reposent beaucoup aussi sur cette alchimie. Et il y a un peu une mainmise de l'Église qui, du coup, contrôle le pouvoir et n'encourage pas, à mon avis, les recherches alternatives de tiens, est-ce qu'on pourrait faire sans brûler des gens? Je pense que l'Église est là. Au revoir, voici un cachot. Hop là. Ou alors, au revoir, on va accompagner les soldats au Leftland et puis on verra bien si tu reviens, mais à mon avis, peu de chance. Car comme tu le dis, c'est violent. Ça part la guerre, tomber. C'est mal. Ah, il y a un truc que j'ai adoré, qui est vraiment une toute petite partie du roman, mais un truc que j'adore, c'est tout ce qui se passe sur des bateaux. Yes, moi aussi j'aime trop. Toi aussi Alors je te conseille un bouquin extraordinaire qui s'appelle Les naufragés du Voyager. Je l'ai lu. Alors je l'ai recommandé dans le Fabien Michaud. Mais j'ai adoré. Incroyable. C'est un bouquin sur une vraie histoire de, je crois, de bateau qui s'est échoué en essayant de passer le Cap Horn au XVIIIe siècle. Et les quelques rescapés ont des versions un peu divergentes de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu mutinerie? Est-ce qu'il y a eu cannibalisme? Parce qu'ils sont restés très longtemps échoués sur une île. Et il y a un procès pour déterminer qui est coupable, parce que c'est aussi
un gros bateau qu'on a perdu et la couronne britannique est là. Ouais. Excusez-moi, c'est cher en fait. Et beaucoup de gens voilà. qui se sont un peu exterminés entre eux, donc a priori il faut Très bon démêler le vrai bouquin du si faux. vous aimez les gens coincés en mode survie et les bateaux. Et ça bien j'adore. sûr. Mais les bateaux, quand tout le monde est en train de... Alors quand tout le monde défèque les partout Artémus. sur le pont et Ça monte comme ça dans le nid de poule, la vigie, hop, grand-mât, hop là. incroyable. Et puis moi j'adore tout ce qui est les gens malades à bord des bateaux, la gangrène, comment ça s'appelle là, comment Le scorbut. Le scorbut. Le scorbut. Passion absolue pour le scorbut. Franchement, quand les gars ils ont compris le citron, c'est la vitamine C. Quand ils ont juste compris qu'il fallait manger des fruits. Et du coup, nos dents elles tombent pas après. Incroyable. Non mais comme quoi, mais alors je vais te dire, quand j'ai lu ce livre, après je me suis remise à manger des fruits alors que j'en mangeais plus et j'avais tellement peur de choper le scorbut Ça peut vous arriver, attention. que j'ai commencé à bouffer des pêches plates mais tous les matins quoi. Donc non mais super. Et alors donc il y a eu toute une séquence au début du roman qui se passe sur le bateau et en fait c'est tellement atroce la traversée, surtout pour le prêtre qui s'appelle Horde. Lui il le vit tellement mal, il a vraiment pas le pied marin, il passe sa vie à gerber et chier en même temps, il n'en peut plus. Marin d'eau douce, un peu, marin on peut d'eau le douce dire, hein. de fou. Et j'ai tellement aimé ça que j'étais persuadée que la traversée jusqu'au Leftland c'était genre 6 mois. En fait non, c'est 5 jours. Ouais, mais je pense quand tu gerbes en continu, 5 jours c'est long. Moi j'étais là, Horde, tu fais vraiment peu d'efforts, c'est juste 5 jours, accroche-toi s'il te plaît à ton slip. Mais je pense que c'est ça qui m'a permis moi de tout de suite l'identifier et me le représenter comme plutôt un jeune homme, parce qu'il y a vraiment un côté débutant, tu vois, où oui il a l'autorité sacerdotale, machin, c'est un envoyé de l'église, mais en vrai c'est juste un gars. Et bah l'intégralité des personnages qui l'entourent sont plutôt bourrus, soldats et tout, personne lui fait spécialement de cadeaux ou de tendresse, et du coup moi j'ai vraiment vu alors pas un ado mais un jeune de, tu sais, 25 ans qui a vraiment passé sa vie le nez dans des bouquins et tout, et qui doit maintenant aller dans le vrai monde et qui est en mode minute 1, étape 1, j'aime pas. J'ai pas envie d'être là. Donc moi j'ai vu un peu un petit bleu aussi quoi. Ouais, non, c'est vrai, je suis passée à côté de cette info, mais écoute, au milieu du livre, j'étais Après, là, ça en marche fait, il a aussi. pas 150 ans, c'est pas le Imaginez pape. un vieux monsieur qui du coup c'est compliqué pour lui en plus d'avoir Oui. le mal de mer, tout ça. Ouais, c'est et sûr, de c'est garder sûr. sa dignité. Non, mais C'est ça en aussi dit long quoi. sur ma non-connaissance de l'église, où vraiment pour moi, quelqu'un de l'église, c'est le pape, forcément. Et le pape, forcément, il a 95 ans, donc du coup, c'est le pape pour rien pour moi. Il y a le pape et en dessous les gens quoi. L'église c'est simple. La meuf n'a aucune expérience de la religion, quelle qu'elle soit, rien. Mais Bon, donc t'as toi, fait qu'est-ce bénir que ton chat quand même. j'ai fait bénir mon chat totalement au hasard d'une rue. Enfin, je veux dire, j'étais absolument pas par un homme qui avait là encore 90 ans. Donc, Donc ça collait à ton. ah mon dieu, il y a idée de- quelqu'un qui rentre dans l'appartement. Ah oui, quelqu'un habite avec moi. Qui c'est Nodus. Et toi alors, Mimi, toi, tu t'es rentrée dedans à fond parce qu'on Franchement- s'est écrit un petit peu. Tu m'as dit ouais, moi je suis à fond et tout. Je suis à fond, je suis rentrée dedans. Comme tu dis, en fait, l'immersion se fait très vite et moi qui étais en plus plongée dans House of the Dragon, j'étais contente du côté simple de il y a pas des familles, il y a peu de magie finalement. Il y a cette idée de pouvoir psychique et bien sûr l'alchimie, mais on est dans un truc très terre à terre de on a le mal de mer, on gerbe, on arrive, on a de la poussière dans les yeux, il fait chaud, on a soif, et beaucoup de la violence est commise avec du forme de corps à corps et au bout d'un moment on plante des gars quoi. Donc je suis Et rentrée on leur dedans tire tout de suite. dessus parce qu'il y a ce truc Et là, ils oui. ont un espèce de gun qui s'appelle le niveleur qui leur permet d'exploser des gars, mais alors à bras raccourcis. Ah bah, comme c'est comme dans la sac, oui. Et ça c'est terrible parce que tu vois l'injustice de la guerre aussi, c'est-à-dire que tu te bats, eux en fait les Leftiens ils ont 3 cailloux, alors bon certes 3 cailloux et des pouvoirs. et des pouvoirs, oui mais alors on y reviendra, je trouve qu'ils se servent quand même globalement pas beaucoup de leurs pouvoirs. Mais parce qu'ils sont pas là pour se taper. Oui, ils c'est sont des en pacifistes, panique et tout, c'est tu des vois. pacifistes. Oui. Bon bref, je te laisse Mais oui, parler. en effet, il y a un concept d'arme à feu. Et ça fait partie des choses que j'ai beaucoup aimé et qui changent. Comme j'ai dit, moi, les combats dans la fantasy, je suis plutôt habituée à des combats médiévaux où, du coup, au max, t'as peut-être un gars qui a un canon, tu vois, mais c'est toute une Zumba. Une fois sur deux, il explose à la gueule du mec qui essaye de l'activer. Et là, j'étais contente, donc par ces pouvoirs de télékinésie qu'ont les Leftiens et par cette alchimie de l'église, il y a effectivement le niveleur qui est une arme dévastatrice, je pense, un genre de mitrailleuse Gatling ou d'AK-47, quoi, qui du coup déséquilibre, comme tu dis, totalement le combat. Et en face, les Leftiens utilisent leur pouvoir télékinésique pour aussi faire des genres d'attaques à distance, d'armes de jet. Ils lancent des pierres, ils ont des pierres De plates qui peuvent quand même projeter à une vitesse qui fait que ça tue quelqu'un direct, et ils peuvent aussi parfois mouvoir des gros rochers, voilà. Donc il y a des gens qui meurent tués par des Leftiens, mais honnêtement
on peut dire que c'est pas eux qui ont tapé en premier. Mais du coup, ça change beaucoup les descriptions des combats et tout, parce qu'il y a de la distance et parce qu'il y a un côté qui, du coup, m'a fait complètement comprendre la comparaison avec des films de guerre comme Il faut sauver le soldat Ryan ou Apocalypse Now, hein, est mentionné aussi. C'est le côté... ça arrive de nulle part, ça se met à te tomber dessus, genre t'es là, tu parles à un gars et d'un coup il a un trou dans la poitrine et il est mort, et c'est quelque chose que tu peux pas vraiment faire avec des bagarres à l'épée parce que généralement tu le vois venir, le gars qui a une épée, et moi il y a vraiment un côté, à chaque ligne tu sais pas si la ligne d'après ils vont pas tous se faire décimer quoi. Donc ça m'a donné envie de continuer à tourner Ou les s'ils pages. vont pas se décimer entre eux, parce qu'il y a aussi, tu vois, des petites mutineries qui pourraient arriver sans vouloir spoiler qui que ce soit, puisque Locklead s'est fait un ennemi dans le bateau en la personne d'un gars qui s'appelle Breakwood, je crois. Oui, je crois. Et ce gars a décidé qu'il allait lui pourrir l'existence de A à Z. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans le bouquin. Et c'est ce que j'avais adoré, par exemple, dans The Walking Dead. C'est que tu te rends compte que même si t'as un ennemi commun, donc dans The Walking Dead, c'est les putains de zombies. Là, c'est les Leftiens. Même si t'as un ennemi commun, ton plus grand ennemi, ça reste quand même ton putain de voisin. L'homme qui a est la un même loup race. pour Et l'homme. l'homme est un loup pour l'homme. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les mecs ont pas besoin d'avoir un ennemi en commun. Ils se déchirent entre eux. Et combien, alors que quand t'es censé rester soudé avec ton équipe, c'est souvent là que ça pêche le plus, quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment ça aussi qui était intéressant, d'autant plus que les Leftiens sont relativement pacifistes, parce qu'au départ on pense qu'ils le sont, puis bon, quand on s'est pris 100 000 jets de pierre dans la gueule et des gros cailloux là qui roulent sur les chevaux, qui aplatissent les chevaux, oh, les pauvres chevaux, putain. Dans Rings of Power, à un moment il y a un elfe, il fait la bagarre et il y a un orc, il tue son cheval à l'elfe, et c'est genre son cheval, tu vois, c'est important pour les elfes leur cheval. Et l'elfe, il regarde son cheval, il regarde le gars, il passe en mode berserk. Il est là, tu as touché mon cheval, je vais te fumer la race. J'étais contente. On rappelle que c'est comme ça que commence John Wick, avec un chien, donc... Et c'est tout à fait une réponse proportionnée à ce qui se passe. Tu as buté mon chien, je vais buter toute ta famille, ainsi que toutes les entreprises du coin. Il n'y a pas une sonnerie ? C'est l'école d'en bas, t'inquiète. Ah, ok. Du coup, tu disais que les Leftiens sont certes pacifiques, mais que ils peuvent quand même se défendre. Et par contre, il n'y a pas l'air d'avoir ce côté on se bat entre nous chez les Leftiens. C'est vraiment les humains qui sont très forts pour ça. Et ça montre aussi que quand en fait c'est la violence qui est glorifiée et qui est ton moyen d'avancer dans la vie, parce que c'est des soldats, en fait cette violence c'est l'outil que tu vas utiliser, y compris contre les autres hommes, même ceux qui sont dans la même armée que toi, parce que y a quand même des dissidents, des petites variations d'opinion, et puis des personnages, en tout cas dans les squads qu'on va suivre, celle de Locklead, qui pour beaucoup de plus en plus se posent des questions sur le bien fondé de leur mission, qui veulent parfois épargner un Leftien ou le laisser partir en tout cas, et qui se confrontent à d'autres qui veulent tout tuer sur leur passage. Tout à fait. Même les enfants, parce qu'en fait, il y a cette question au fur et à mesure de la... Parce que donc, l'escouade de Locklead va finir par être détachée, on vous raconte pas pourquoi, des autres escouades pour aller mener une mission annexe avec Horde et un personnage dont on n'a pas parlé encore, qui s'appelle Kaina, qui est une espèce de... qui est une traqueuse. Et donc qui va les accompagner pendant leur périple, et pendant ce détachement, attends, de quoi on parlait déjà? J'ai un espèce d'énorme trou de mémoire. C'est quoi le sujet? Quand la violence, qui doutent aussi du bien fondé de leur mission. Ouais, où est-ce que j'allais avec ça? Et de l'humanité ou non des Leftiens. Oui. Et quand ils vont se détacher là, ils vont parfois tomber sur des Leftiens qui eux sont juste chez eux en train de chiller plus ou moins, et notamment sur des enfants, des enfants qui sont censés... ils arrivent dans Port Halun, qui est une grande ville, et puis ils vont plutôt dans des villages du coup où vraiment les gars sont pas au courant, ils sont pas dans la bagarre, ils sont juste là en mode bonjour. Et surtout là, la question qui se pose, c'est doit-on les buter, sachant qu'en fait on n'a pas de quoi les cramer et de quoi récolter leurs cendres. Donc en fait les tuer c'est absolument vain, c'est vraiment juste pour une question de déchaîner leur violence, ou juste les exterminer au cas où ils représenteraient une certaine menace. Mais parfois quand ils tombent sur des gamins ou des gamins avec une maman, la question c'est est-ce qu'on les bute quand même alors qu'on peut rien en faire qui va servir l'alchimie, ou est-ce mais il y a une envie de vengeance aussi, j'ai déjà 3 potes qui sont morts à cause... mais c'est toi qui cherches la merde là, tu vois, à la base c'est un peu insupportable. Il y a des gens il y a des êtres qui vous ressemblent, qui ont tué mes potes, je vais vous tuer parce que maintenant c'est vous contre nous, alors que bien sûr c'est eux les agresseurs, de base. C'est vraiment un bouquin anticolonial, parce que il y a... tout à fait. Alors on sait pas, moi j'adore ce côté, il y avait un peuple avant, on n'en connaît rien, je pense. Sa trace a été perdue. À mon avis, l'église a des petits registres secrets, mais je suis un peu complotiste. Et j'ai adoré ce côté, c'est une ville
C'est une cité antique abandonnée, mais encore magnifique et en bon état. Et les êtres qui vivent dedans sont probablement pas pas la population qui l'a créée. J'aime bien quand le monde a l'air riche, au-delà de juste l'intrigue qu'on voit. Oui. Tu vois, t'as plein de petits trucs qui disent c'est un monde qui est habité, qui a une histoire et tout. Même s'il y a de fortes chances qu'en fait ça ait toujours été les Leftiens, et juste comme on veut les déshumaniser pour les buter, on dit que c'est les anciens qui ont fabriqué les machins, alors qu'en fait c'est eux depuis le début. Parce que en plus, ça serait utile leur pouvoir pour construire des telles cités. Ouais. Ça expliquerait comment ils ont pu réussir à faire une ville plus belle que la capitale de l'Empire Alors qu'au branique. fond, c'est sans doute juste qu'ils ont une humanité plus grande et une considération pour les choses plus accrue. Oui, et que peut-être ils mettent leur énergie dans construire des belles choses plutôt que dans aller massacrer des populations Exactement. à l'autre bout de l'océan. C'est là qu'on peut citer évidemment ce très grand film qui s'appelle Le Bossu de Notre-Dame de Disney. Oh, un de mes préf. Moi aussi. Bien sûr. Jamais je regarde. Attends. L'homme est-il Esmeralda, un monstre ou mais le monstre un homme? Et Oh je là pense que là. là, ça ne se prête jamais aussi bien que pour Cendres et Sang. Putain, Tu sais je que suis t'es un peu contente. Esmeralda dans mon cœur. Ah, franchement. thank you. Si je devais te comparer à une princesse Disney, ce serait Esmeralda ou Pocahontas. maybe plus Ou- Megara, tu sais, dans Ah, Hercule. thank you. Parce qu'elle est un peu sassy et tout, et en même temps, elle craque Elle est toujours blanche. pour les pires gars. Oui, mais pas moi, wesh. Alors pas dans la vraie vie, mais tu vois, t'étais là, Locklead, immédiatement Mais amoureuse. ouais, mais parce que dans la vie, je suis trop avec des mecs gentils qui sont fous amoureux de moi, c'est chiant, tu vois. Bah ouais. Donc, du Tu coup, veux dans la fantasmer un littérature, peu je fantasme sur des mecs méga toxicos, voilà. Hades, he can get it. Hades, Smash c'est un or pass. avec ses cheveux en flammes, incroyable. Bon alors pendant le cunis, alors aussi il faut pas. Pardon Eldercraft, sorry, on revient au sujet. Un jour, on vous fera un live sur. Ah ouais, ce serait bien. On fera une tier list des méchants de Disney les plus. Qu'on baise. Ouais, Mais je crois que toi et moi, on a le même truc, c'est quand Aladdin s'est fait ficeler et jeter dans l'eau, ça nous a un peu excité toutes les deux quand on Ouais. était gamines. Voilà. Et après, on peut a pas découvert le spoiler. BDSM, on était là. Oh. Alors que Jafar, he C'est can pour not ça. get it. Jafar, perso, il m'excite pas. Moi, Jafar, il m'excite un peu, mais c'est sa vibe plus que son corps. C'est parce que quand Jasmine elle est enfermée dans le sablier, et qu'il est comme ça. Ouais. Bref, on en parlera en off, ce n'est pas le sujet. J'ai vraiment l'impression de rougir comme une gamine. Alors, tout cas, attends, ouais. j'essaye de revenir au bouquin. On disait quoi il faut- Oui, sans doute, ils sont plus doués d'humanité, encore plus les Leftiens, qui à la fois ont pas envie de buter leurs prochains, n'ont pas spécialement envie de buter ceux qui arrivent, mais à la fois il faut bien se défendre de gens qui veulent venir assassiner leurs enfants, et leur père et leur mère et, l'intégralité Et les brûler pour en faire adolescence, quoi. Enfin, c'est vraiment. Si jamais parce qu'on n'est jamais sûr, mais à quel point ils sont doués de conscience, mais s'ils comprennent ce qui se passe, enfin. C'est la chose là, enfin ça c'est vraiment terrible parce que au-delà de bon ils vont nous buter c'est chiant et ils ont des armes qu'on n'a pas, il y a vraiment genre ils vont nous utiliser comme fuel quoi. Tout ça c'est juste genre pour alimenter vos égos et vos robinets. Enfin allô, on fait pas ça en fait avec des êtres sentients, mais ça fait Ouais. aussi réfléchir sur le monde dans lequel on vit, où on massacre beaucoup d'animaux, entre autres, mais aussi d'humains. Et il y a beaucoup d'animaux qui sont utilisés comme carburant. Moi, j'ai pensé un petit peu à la chasse à la baleine. Ah, Ou, d'ailleurs, ils en alors- parlent pas mal. Hein. Alors, ça se fait encore un petit peu de nos jours, mais fut un temps, c'était beaucoup plus répandu parce que déjà, il y avait plus de baleines. Et aussi parce que, la graisse, l'huile et tout, ça a permis à l'humanité d'atteindre des niveaux de confort et de technologie inédits, mais à quel prix? Et j'ai trouvé ça intéressant que le bouquin, en plus moi qui suis pas du tout végé et tout, me confronte aussi un petit peu à ça. Limite, j'aurais bien aimé que les Leftiens soient un peu moins humanoïdes. Tu vois, là c'est Ouais. vraiment a priori des gens vaguement un peu imberbes et tout, mais juste ils parlent pas, ils ont un peu des grands. Moi je les imaginais un peu comme des hommes un peu grenouilles, tu vois, un peu Ouais. batraciens. Mais Ouais, pour moi, très c'était un peu humanoïdes. Avatar, tu vois. Comme Oui, ils voilà. sont à Walp, un peu verdâtres, sauf qu'ils ont pas de Walp. Ils ont pas de queue et ils font pas 3 mètres, mais ouais, j'aime bien la Ouais. comparaison, ça marche bien les navis. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus autres, pas forcément monstrueux, mais autres, parce que ça aurait encore plus renforcé cette comparaison avec les animaux qu'on tue dans la vraie vie. Pour plein de. Enfin, tu vois, on tue moins les animaux qui nous ressemblent ou qui nous paraissent mignons, par exemple. Genre, on tue pas les chimpanzés comme on tue les vaches, même si on a fait beaucoup de mal aux chimpanzés. Et je trouve que plus. Du coup, l'être te ressemble, plus c'est facile de te dire je reconnais de l'humanité dans il protège son enfant et tout. Mais c'est là que le bouquin est intéressant, c'est-à-dire que même si les créatures sont ultra humanoïdes, ça n'empêche pas les gens de se laisser totalement manipuler par l'Église et de se dire en fait ce ne sont que des animaux. Et en fait, il y a cette scène que j'ai trouvée particulièrement intéressante et c'est peut-être celle qui m'a le plus intéressée, c'est quand les escouades débarquent sur Port Alloun et que ils butent tout le monde, même quand les gens ont fini d'être un peu exterminés, ils rentrent dans les maisons
maison, dans les cases, etc. Et ils commencent à tout défoncer, tout casser, à tout brûler et à déchaîner leur violence au-delà de ce qui était nécessaire. On peut dire que le bouquin ne représente pas la Convention de Genève, par exemple. En termes de qu'est-ce qu'on a le droit de faire en temps de guerre, on n'y est pas trop, quoi. Ça, c'est clair. Donc, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire que là, on n'est même plus dans la nécessité et dans le je tue pour alimenter quelque chose dont mon peuple a besoin. Ou survivre moi-même. Voilà, là, c'est j'ai accès à une espèce de déchaînement de violence que je ne peux plus stopper. Et ça m'a effrayée totalement. Ouais, parce qu'en plus, je pense que cette violence, elle vient de la peur. C'est la peur de l'autre, bien sûr, mais aussi la peur de « et si on avait tort », tu vois. Et je trouve qu'ils détruisent aussi tout ce qui montre une forme de civilisation chez les leftiens pour ne pas avoir à se poser de questions. Et par rapport à ce que tu disais sur le fait que c'est du coup extrêmement... que ça t'a terrifié, j'ai trouvé que... J'ai beaucoup aimé le fait que tous les personnages commettent à un moment ou à un autre un acte qu'on peut dire répréhensible en tout cas, ou pas. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de good guy. Quand c'est la guerre, c'est l'enfer et tout le monde empathie, évidemment les civils et les victimes en premier, et les femmes et les enfants pas mal, mais même les soldats, même Ronnie dont c'est la première bataille et qui est une jeune meuf où en plus ils insistent sur le fait qu'elle est physiquement pas hyper costaud et que du coup elle doit se débrouiller autrement pour survivre. Il y a toujours un moment où ça switch, la rage, l'envie, l'odeur du sang, ça leur prend les tripes et ils sont fous, quoi. Ils perdent la tête, ils font même des trucs quasiment, on dirait un peu des rituels, tu vois, ils mettent le feu à des trucs. Il y a un côté très animal, très reptilien dans ce qui se passe, qui je pense alors qu'on n'a jamais vu aucun animal se comporter de la sorte, a priori, mais oui. Les animaux font peu ça parce qu'ils et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, il dit les animaux en fait n'ont pas de malveillance, et j'avais trouvé ça intéressant, c'est-à-dire les animaux commettent sauf des mon trucs. Connard de chat. Et on a vu plus malveillant, hein. Je te présenterai les miens par exemple. Mais voilà, c'est que dans l'animalité, il y a un côté chez les animaux, il y a un côté non malveillant de je tue pour me nourrir, je tue par nécessité, alors que là, c'est juste le déchaînement total de démons, tu vois. Il parle de démons, en fait, de démons intérieurs qui ressurgissent et qu'on ne peut plus arrêter sitôt qu'ils sont sortis de nous, en fait. Et donc, tout le monde, en effet, y est un petit peu sujet à un moment donné ou à un autre de la quête. Tout le monde l'a en soi. Tout le monde l'a en soi. C'est un des messages, c'est que tous les humains sont capables d'atrocités s'ils sont poussés à un certain point, tu vois. Personne ne peut dire « Ah, moi, je ferais jamais ça ». Parce que tu sais pas tant que tu es pas. Le personnage souvent, dans le film de Mel Gibson, quand même, le fait pas. On a trop mentionné Mel Gibson dans ce podcast-là. C'est-à-dire plus de 0 fois. Non, mais je comprends, j'aime qu'en termes de réel, il fait des trucs intéressants, bref. Même si en termes de personne, il fait des trucs... c'est sûr. Salut Momo, on parlait de toi. Tu veux venir? Ouais. Bonjour, petit Momo. C'est petit chat, voilà, vous voyez sa queue et un bout d'oreille. Si ravi. Oui, donc je pense que, et c'est souvent un thème qui revient dans les œuvres de guerre, c'est qu'il n'y a pas des gens qui sont prédisposés à la cruauté, la violence ou quoi. Il y a des gens qui peuvent être élevés dans l'idée que c'est plus ou moins excusable, mais une fois qu'on est dans l'odeur du sang, dans il y a tout qui pète, dans mon pote il vient de se prendre une balle, on peut tous et toutes être capables des pires choses, que ça soit Locklead qui en plus comme on l'a dit, alors lui c'est un vétéran, mais comme on l'a dit, l'église a quand même tué sa fille, tu vois. Ils sont venus chez lui, ils ont dit bonjour, on va prendre votre fille parce qu'elle a des pouvoirs, et il était là mais non, elle a pas de pouvoir. Ils étaient en mode si notre tracker il a dit qu'elle a des pouvoirs, on la prend, on va la brûler, et lui était là. Et il a rien fait. D'accord, en fait. Je peux avoir un récépissé peut-être pour les notes de frais. Donc il aurait toutes les raisons de peut-être rejeter la violence et la cruauté, mais évidemment ça ne fait que l'aiguiser. Donc ça j'ai trouvé ça cool. Et en même temps, c'est pas non plus démesuré dans le sens où je pense pas que c'est un spoiler de vous dire que je sais pas, le prêtre il va pas devenir complètement fou et se mettre à torturer des leftiens. Il y a pas un côté tout le monde est capable de la même intensité. Mais tout le monde est capable de la violence, et plus tu es habitué, plus tu es désensibilisé, et tu commets des violences de plus en plus grandes, extrêmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le personnage de Horde, le prêtre, va lui-même remettre en question à un moment donné la responsabilité de l'Église et surtout le bien fondé de la mission. De ses croisades. D'où le fait que, alors, c'est pas que tu restes sur ta faim, mais tu sens que c'est une trilogie, ou en tout cas qu'il va y en avoir un autre, à minima, parce que tu termines le bouquin et t'es là, maintenant on a esquissé plein de choses, et notamment pour le personnage de ce prêtre-là, ce truc de est-ce que ce qu'on fait c'est hyper moral, et est-ce qu'on m'aurait pas menti pendant tout ce temps? Oui. Est-ce que les fondations même de l'Empire ne sont pas
à remettre en question. Ouais. Sachant qu'en plus c'est horrible et c'est une très bonne scène aussi au début. C'est que les enfants, quand on les prend pour aller les cramer, on les fout dans une espèce de prison qu'on appelle la maison des Draeds, qui est une prison pour enfants qui attendent tous ensemble d'aller à l'échafaud, quoi. Ou en tout cas, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Enfin, les gens passent devant et c'est ok, quoi. Même Locklead passe à côté alors que sa propre fille a été brûlée là-bas parce qu'il y a un vrai côté, genre déjà c'est pour le bien commun. Ouais. Et c'est juste comme ça, quoi. Mais tu vois, c'est pour le bien commun. Particulier et du coup il va servir le bien commun, mais aussi il pourrait représenter un danger s'il grandissait avec des pouvoirs et tout. Et d'ailleurs, donc il y a un personnage de traqueuse, Kaina, qui accompagne les squads, qui est du coup pas une militaire, pas une prêtresse non plus, qui est assez respectée, crainte, mais aussi jugée parce que son boulot c'est d'aller choper des gamins et de dire il a des pouvoirs, on va le brûler, et parce que les gens se méfient de tout ce qui représente de la magie, tout ce qui contient de la magie. Alors qu'ils en sont fous. Oui. Par ailleurs. Eux, ils adorent l'exploiter, mais les personnes les êtres qui connaissent, qui la pratiquent, c'est les Leftiens et les trackers. Et du coup, les trackers gagnent leur vie et survivent en envoyant à l'échafaud des gens qui ont des pouvoirs pas si différents des leurs. Donc ça les met aussi dans une position que j'ai trouvée intéressante via Kaina, qui on n'est pas extrêmement souvent dans son intériorité à elle, mais on comprend vite que sa posture elle est aussi ambivalente, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est que les personnages de tracker peuvent communiquer les uns avec les autres à distance. Oui. Et notamment grâce à des espèces de petites fioles qu'ils avalent, et en fait ça leur permet de rentrer en espèce de télécommunication avec d'autres trackers. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est ce que ça fait chaque tracker qui prend la petite fiole a une manière différente de vivre l'expérience. Et chez Kaina, c'est une totale désinhibition, ce qui fait que elle devient un peu exhibe, elle se fout à poil, elle accueille des gens dans sa tente, elle est à poil en train de transpirer avec un peu envie de ken des types, quoi. Et j'ai trouvé ça super marrant. Il y a des petites choses un petit peu saugrenues qui sont filées à travers le bouquin et qui font des petites respirations quand même, parce que le bouquin est quand même très dense et surtout très violent de part en part, et c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu crois que t'es sorti d'affaire et qu'il va y avoir un petit temps calme avant d'aller se coucher, l'horreur reprend de plus belle, un petit peu comme dans les jeux vidéo peut-être, où tu déloques un truc et en fait c'est pire, et il y a un niveau après. Et voilà, c'était ma seule compétence en matière de jeux vidéo. Voilà. C'était super. Et même quand il y a des temps calmes, ça donne surtout aux personnages l'occasion de prendre conscience de ce qu'ils ont fait, de prendre conscience de combien des leurs sont morts, mais aussi de ce que eux ils ont commis comme atrocité. Donc même les respirations sont rarement des moments fun. Effectivement, Kaina, de par le fait qu'elle est un peu détachée de tout ça, elle nous permet de parler d'autre chose un petit peu. Ouais. Et oui, ce détail de elle, ça la rend horny on main de prendre sa magie, ça fait partie de ce qui pour moi donne l'impression d'un monde qui est plus grand que l'histoire qu'on nous raconte, qui est vivant et où il y a plein de choses à découvrir. Donc comme on l'a dit, on a envie de lire la suite, entre autres pour voir comment l'Empire va, j'espère, tomber, parce qu'en tout cas il peut pas continuer à fonctionner comme ça, mais aussi pour découvrir les trackers, d'où ils viennent, qui a construit cette cité, est-ce qu'il y a un peuple, parce que a priori, quand ils vont au Leftland, ils s'arrêtent à Port Alun, ils tuent tout le monde et ils reviennent. Ils n'ont jamais vraiment exploré plus loin. Donc, est-ce qu'il y a un continent, est-ce qu'il y a d'autres villes, est-ce qu'il y a ce peuple qui l'a construit, peut-être qu'il s'est reculé, peut-être qu'effectivement, il est devenu ce qui est maintenant les Leftiens, voilà. Et moi, j'aimerais bien en savoir plus sur les Leftiens, parce que c'est là qu'on reste un peu sur notre faim. Comme ils ne sont pas doués de parole, on ne les entend pas communiquer, on ne les entend pas parler entre eux, etc. Donc, on ne connaît rien d'eux, si ce n'est que ils sont à poil, qu'ils sont doués d'empathie et qu'ils savent construire des choses. Et ils sont télékinésistes. Mais à part ça, on ne connaît rien d'eux. Et ça, c'est peut-être le truc, un petit truc qui manque. Et à la fois, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de ne pas leur donner la parole, parce que c'est ce qui permet encore plus aux gens d'en face de les déshumaniser, alors qu'ils ont potentiellement une autre méthode de communication entre eux, etc. Sans doute. Voilà. Et c'est marrant, ils insistent beaucoup sur la preuve que c'est pas des êtres doués de conscience et qu'ils parlent pas. Et même il y a des moments où le prêtre, quand il commence à douter, il est là, attends, je vais prendre un Leftien et je vais vraiment essayer de le faire parler, parce que s'il parle, ça va être indéniable que, ok, peut-être on leur tire pas dessus. Ce qui est un peu un doux rêve, hein. Je suis là, oui, t'as toute l'armée autour de toi, tu crois que c'est un gars et des bonjours, ils vont dire, on rentre, désolé, pas sûr. Mais il y a cette insistance sur la parole qui est finalement une excuse de ça vous arrange bien de décider un truc qu'ils savent pas faire. Peut-être qu'ils communiquent, comme tu dis, autrement, peut-être qu'ils sont télépathes, peut-être qu'ils se parlent. En tout cas, ils souffrent. Et j'espère qu'il y aura plus d'incursions chez les Leftiens après.
Donc, non, moi, je trouve vraiment que les personnages sont super. Et il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le personnage de Cryer. Qui est une espèce de brute épaisse qui va être un peu le bon compagnon de Locklead, avec qui il forme une espèce de binôme un peu cool, un peu good vibes. Voilà, un peu bonne ambiance, on boit des petits coups. Ça picole. Hein. Ça picole pas mal à la guerre. Et ça se drogue aussi. Et d'ailleurs, ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est les passages, tous les moments qui ne sont pas des moments de guerre, où en fait les squads se retrouvent, où les personnages se retrouvent les uns avec les autres, et pas forcément toujours les mêmes personnages. Parce qu'il y a quand même plusieurs membres de l'escouade qui ont des noms particuliers, dont on va apprendre pourquoi ils ont ce nom-là en particulier, notamment Cryer. Même Locklead, qui a un autre nom, mais on vous le dit pas tout de suite. Et en fait, ces moments autour du feu, quand ils sont ensemble, quand ils sont en train de parler, quand ils se bourrent la gueule et tout, où on apprend à connaître quel est leur passé, quelle est leur unicité, etc., sont des moments qui viennent un petit peu nourrir l'intrigue, parce que sinon, c'est vrai que très souvent, on est sur, là, ils arrivent là, ils se battent avec machin, il y a une tour, et il faut aller voir le gars qui est en haut, qui leur lance des pierres. Et on n'est pas touché quand il meurt, si on sait pas qui c'est. Tu vois, c'est juste soldat random numéro 4 qui se prend une balle. On va pas comprendre que, je sais pas, si c'était le pote de Ronnie et du coup elle va voir rouge et péter un câble. Donc c'est important qu'on les humanise aussi, parce que, encore une fois, il y a pas de gentil et de méchant. Il y a clairement un peuple qui se fait exterminer, un peuple qui l'extermine, mais dans les squads, dans les personnages, j'ai noté dans les points forts, c'est des personnages qui sont gris, et je trouve que c'est surtout dans la fantasy qui peut parfois virer vite au manichéisme et aux héros un peu classicaux. C'est chouette d'avoir cet aspect-là, quoi. Ouais, c'est clair. Tout à fait d'accord avec toi, Mimi. Et peut-être dernier point, et après on va conclure tranquillement et puis vous laisser finir votre pause déjeuner, car c'est bientôt l'heure de retourner au travail pour les gens qui en ont, avec des horaires. On l'a pas mentionné, mais j'ai adoré. En gros, ils ont inventé des types de combats adaptés à la situation. Par exemple, y a des gars qui portent des boucliers. Oui. Donc en gros, comment ils se battent, c'est qu'il y a des gars costauds du coup qui portent d'immenses boucliers très lourds. Oh, merci les numériques pour le raid. Coucou. Attendez, on va dire bonjour. Bonjour les numériques. Bonjour les numériques. Bonjour les numériques. C'est gentil. Moi, c'est Mimi. Je fais des streams notamment sur la pop culture, les séries télé et la littérature. Et elle, c'est Kalindi Dirampol. Bonjour, je suis autrice et scénariste et podcasteuse. J'espère que ça va bien. Et on est actuellement en train de parler de Cendre et Sang, une des toutes premières publications de la toute nouvelle collection Fiction chez Eldercraft, la maison d'édition de genre, et c'est un bouquin fantasy mais aussi de guerre qu'on ne va pas vous spoiler mais qu'on a toutes les deux lu. Notre avis est plutôt favorable. Vous arrivez, on a bien débriefé un peu à la fin, mais c'est pas grave, restez avec nous. On était les numériques valident le pull rouge. Je l'ai clairement volé à Nodus. Il est très mignon. Adidas France 98, attends, incroyable ou pas? Collector. Eh oui. Donc tu disais les différentes techniques pendant les batailles, et notamment les gars qui sont préposés au bouclier, qui n'a pas l'air d'être le job le plus simple, même s'il y en a aucun qui a l'air vraiment simple. Non. Mais là les gars ils portent des machins dont ils se recouvrent la moitié du temps, enfin c'est une tannée. D'ailleurs il y a une excellente scène, c'est la scène du débarquement à Port Alloun. Ça exceptionnel. On va arrêter de parler d'un film que j'ai jamais vu. Fais ta culture, quelle indication. C'est bon, il y a un culte que j'ai pas vu, il faut qu'on parle que de celui-là, genre. Donc oui, tu disais le débarquement. Donc vas-y. Oui, donc il y a en gros comment ça se passe, c'est qu'il y a des gars costauds qui portent des très gros boucliers derrière lesquels vont se retrancher les gens comme Ronnie ou Locklead armés du niveleur, cette fameuse arme à feu en gros, pour dès que en gros ils sont protégés par le bouclier, dès que le mec avec le bouclier s'arrête, il passe au-dessus ou à côté pour tirer et ils se remettent à couvert. Donc c'est tout un système, il faut les trimballer. Il y a un moment, ils sont dans la boue, ça glisse, ils doivent essayer de planter leur bouclier dans le sol pour pouvoir s'y tenir. Et puis, parfois, tu meurs encore accroché à ton bouclier, ce qui est assez terrible. C'est-à-dire que moi, j'ai mal au bras quand je me fais une tresse. Alors, vraiment, moi aussi. Et de A à Z, j'étais là, ça a l'air tellement fatigant. Au-delà du reste, au-delà de la violence folle, au-delà des dilemmes moraux, je suis là. En vrai, c'est juste déjà trop fatigant. C'est trop de sport. Hein. Moi, vraiment, je serais restée sur la plage en mode. Je vous rejoins. Tu serais morte minute. En fait, moi, c'est ce que j'arrête pas de me dire. Dès que je lis un bouquin de ce type-là ou quand je vois un film sur la guerre et tout, je suis là. J'aurais tenu à peu près 14 secondes dans cet univers, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que tout le monde promet à Ronnie sur le bateau. Tout le monde lui dit, meuf, franchement, si t'arrives à sortir de ce bateau vivante, c'est déjà un putain de miracle. Oui, c'est limite s'ils font pas des paris sur sa putain de minutes elle va tenir, ce qui est pas sympa, mais ça la met bien dans le bain de ici c'est la guerre et personne va te faire de cadeaux. Et alors j'ai bien aimé que elle, en fait, dans mon souvenir, il n'y a pas de
elle est pas sexualisée, il y a pas de violence sexuelle dans ce bouquin, il me semble. Et je trouve que c'est bien, surtout quand t'as de rares personnages féminins dans un contexte de guerre avec des soldats, on peut très vite arriver, comme on l'a dit, il y a des exactions, il y a des gens qui perdent la tête et tout, à même ça aurait pu être un membre de son escouade qui essaye d'abuser d'elle. C'est pas quelque chose qui est dans le livre et c'est tant mieux. Il y a assez d'horreurs comme ça et aussi ça fait du bien d'avoir un personnage féminin qui a plein de galères, dont certaines liées au fait qu'elle est une femme, mais qui n'est pas violée. Voilà, on prend. Et en plus, on la met. Locklead lui dit fais gaffe sur le bateau parce que tu risques de te faire violer. En réalité, tu risques d'être violée. Et en fait, entraînement numéro 1. Elle laisse vraiment pas la possibilité. C'est-à-dire, elle a un couteau et elle va aller planter qui que ce soit qui lui touche la main, qui lui touche l'épaule. Même parfois un peu rapidement parce qu'elle est là. Moi, on m'a dit un gars que je connais pas, il me touche, bam. Et j'ai envie de dire. T'as raison, ma fille. Sachant qu'elle a passé sa vie à égorger les cochons. Donc, elle a déjà manipulé une arme. Ce qui, elle sait s'en prendre au porc. Exactement. Mais oui, en tout cas, leur technique de guerre, c'est vrai que c'est très intéressant la manière dont c'est raconté. Ça change vraiment. J'ai pas souvenir d'avoir. Enfin, il y a bien sûr plein de livres fantasy de guerre et tout avec des types de combats, mais ce truc spécifique de bouclier, flingue derrière. Quand même et tout, un peu, parce que par exemple, si tu regardes cet excellent film, pour continuer sur une excellente cinéphilie, qui est Astérix et Obélix contre César, rappelez-vous, il y a noté. Le premier. Non, c'est pas le premier. C'est le deuxième, je crois. Ah, peut-être. Bref, celui avant Mission Cléopâtre. Avant que ce soit vraiment très cool. C'est pas le meilleur, quoi. C'est vraiment peut-être l'un des pires. Et il y a tout ce déploiement. On dit un déploiement où ils sont justement avec leur bouclier, où tu sais, on s'en protège. Et dès que quelqu'un va leur lancer une flèche, hop, ils le mettent. Enfin, donc c'est quand même. Oui, il y a une vraie bouclier inspiration existait déjà. Des armées romaines. Est-ce que je suis en train de justifier le fait que le bouclier existait avant ce livre ? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Le concept d'armée qui est, de mouvement militaire qui est organisé autour du bouclier d'abord, et ça permet aux autres soldats de faire leur vie. C'est très armée romaine dans l'idée. Ouais, et c'est ça. Mais moi, est-ce que c'est pas toujours comme ça ? Est-ce qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque et en fait c'est toujours. Je pense par exemple maintenant il y a moins de boucliers, tu vois, parce qu'il y a par exemple des drones. Certes. Non, mais tu vois, il y a aussi l'idée de la cavalerie. Qui est en fait c'est intéressant encore une fois cette histoire de ils ont des armes à feu parce que ça rebat un peu les cartes aussi du combat de fantasy où généralement la cavalerie elle a quand même un avantage quasi indéniable évidemment sur les fantassins et tout ce qui est à pied et t'as les archers pour attaquer à distance mais là t'as un truc en plus qui fait que la cavalerie est moins importante parce que comme dans la vraie vie ce qui a fait la différence c'est l'invention de l'artillerie et d'ailleurs beaucoup d'œuvres autour de la Seconde Guerre mondiale notamment Band of Brothers, etc., qui sont dans la continuité, désolé, du Soldat Ryan. C'est juste là. C'est juste un peu, c'est la 100e fois de la journée. Il y a cette idée de l'artillerie, et notamment les armes automatiques, les mitrailleuses et tout, ont changé radicalement la façon dont on combat parce que tout ce qu'on avait avant n'a aucune chance face à un gars et une mitraillette. Tu vois, genre le combat est immédiatement totalement déséquilibré, donc il faut inventer des nouvelles stratégies. Et j'ai bien aimé ce côté. Certes, on n'a pas. DJ Molless n'a pas inventé le concept de bouclier, mais ce truc des squads qui travaillent ensemble et qui avancent ensemble et où chacun a un rôle mais doit aussi pouvoir survivre solo, je trouvais ça intéressant et ça faisait que je me représentais bien les scènes de bataille, genre même, ok là ils avancent, l'ennemi il est là, c'est ça les risques et tout, j'étais pas perdu quoi, je me disais pas bon je vais lire et puis voir qui survit à la fin. Non mais c'est de toute façon très très bien décrit, on est paumé à aucun moment, enfin vraiment j'ai trouvé ça très simple en fait comme lecture en dépit de toute la tragédie que ça narre quoi. C'est un bouquin facile voilà. Et ça ferait une bonne adaptation, ce qu'on s'est dit. Tout à fait. Tu verrais plutôt un film ou non, une série si on a 3 tomes, ma vieille, te fallait les 3 tomes pour le 1. Je pense que c'est... une trilogie au cinéma, tu connais le Seigneur des Anneaux. Elle m'a séché. Moi, égoïstement, j'aurais envie de dire le cinéma parce que je regarde en fait de moins en moins de séries depuis que je suis pas obligée de le faire par ma profession. Mais je trouve que ça se prêterait aussi pas mal à une série parce que tu as ce concept de... Enfin, à chaque fois, il y a un combat, ça s'arrête un petit peu. Donc je me dis, ça pourrait faire l'objet d'une série en quelques épisodes, voilà, et même en plusieurs saisons. Voilà. Très Band of Brothers dans l'idée. Et ça nous permettrait de vraiment nous prendre le temps de nous attacher aux personnages et de voir leurs convictions. C'est
s'étioler de plus en plus au fur et à mesure qu'ils sont Mais là. oui, et si je reprends Ils le ont truc quand de même The Walking Dead, tu sais ce qui était bien, c'était qu'on les voyait longuement parler. C'était ce qui avait été reproché à la série. Ça cause. Et ce qui, moi, m'avait vachement plu, c'était le fait que ce soit si bavard, mais parce qu'en fait, il faut que ce soit bavard pour qu'on comprenne tous les tenants et aboutissants de combien ce qu'ils sont en train de mener comme mission et frôle souvent avec la moralité. Donc du coup, je pense qu'en effet, en série, ce serait bien pour donner un peu de l'espace aux personnages, pour la discussion, pour réfléchir à tous les concepts dont on a parlé depuis le début. Tout à fait. Donc Et DJ Zoc More Let's Do It. nous précise, avant l'artillerie, la guerre était réservée à l'élite, l'aristocratie, etc., vu que c'était cher d'équiper et entraîner une personne au maniement des armes. Avec le fusil, c'est littéralement 5 minutes de formation, tu pointes vers l'ennemi, t'appuies sur le bidule, voilà, good luck. Et c'est vrai que ça a aussi rendu la guerre accessible à beaucoup de soldats. Et d'ailleurs, là, bah, c'est... Je veux dire, il n'y a pas vraiment de nobles dans les squads, enfin, c'est vraiment des gars d'un peu partout, Eroni. Donc il n'y a pas de méga idée de lutte des classes, mais c'est quand même, ils ont chacun leur raison. Ouais. Soit l'espoir quand même de faire fortune, parce qu'il y a le côté... C'est souvent ça. Non seulement tu vas être payé, mais tout ce que tu trouves comme butin au Leftland, tu peux le monnayer et le garder. Mais aussi l'envie d'ailleurs, le fait que tu peux plus fonctionner dans le monde normal parce que tu as déjà fait la guerre et que du coup t'es fracasse, le fait que ta fille est morte brûlée et que tu as un petit peu des comptes à régler avec toi-même. Voilà, chacun a sa petite raison d'être là et ça rend le truc très humain, quoi. Ouais, c'est vrai. Globalement, un roman humaniste. Un roman humaniste, mais un petit peu difficile à lire. Vous serez prévenus, c'est violent la guerre, vous le saviez. Les gens meurent et aussi ils souffrent. Oui. Et écoute, on vous retrouvera peut-être pour vous parler du tome 2, le jour où il sortira chez Eldercraft. En attendant, oui, ma chère Mimi. 2 autres book clubs arrivent dans le cadre de ce partenariat. Ils vont arriver assez vite. Oui, alors, très vite. Je vais les prendre derrière moi sans faire tomber. Oh là là, les 1300 pages en 2 semaines, on les sent passer. Ça, c'est l'éclate. 17 octobre, semaine pro, hein, on vous parlera de Orgueil et préjugés et sorcellerie, toujours chez Eldercraft, bien sûr, que tu as commencé et dont tu dis déjà du bien. Ouais, j'ai commencé hier. J'avais 4 heures d'attente pour un truc chiant de mon existence. Je me suis lu pas grand-chose, même pas les 100 premières pages, mais j'ai trouvé que c'était diablement plein d'esprit. J'ai trouvé ça fun. Faire du Jane Austen, il faut avoir une plume il faut envolée, quoi. J'ai trouvé ça enlevé, j'ai trouvé ça drôle pour l'instant, et j'ai vraiment hâte de m'y plonger à fond, quoi. Trop bien. On vous en parle du coup le 17 octobre au soir. Pour le coup, ce sera pas sur la pause déj, ce sera le soir. Et le 5 novembre, on vous parle de Hex Education. Autre sortie dans la collection fiction de Eldercraft. Sorcellerie, un peu de charme, d'un peu Big Little Lies, donc 2 bouquins très féminins écrits par des femmes. Ça va nous changer un petit peu de Cendre et Sang, qui est, même si les persos féminins sont cool, il y a quand même beaucoup d'hommes et c'est la guerre. Ouais. Normalement, on a fait le plus dur. Ouais. On va passer des moments un peu plus fun. Yes. Et surtout là, un peu de jupon là, avec Orgueil, préjugés et sorcellerie. Ça, c'est ce que j'aime. Dans les champs de bruyère. Yeah, ça parlait déjà de ruban. Ah, ça m'a fait du bien, tu sais, quand j'ai quitté le niveleur, on lui éclate la gueule, la fils de pute, et les animaux maltraités. Ah, on aime les rubans et l'amour. Ça m'a fait, j'avoue, ça m'a fait rincer le palais, comme on dit. Oui, ça m'a fait un peu bien. Ça rafraîchit. Merci beaucoup, Eldercraft. Merci à Eldercraft. C'était le premier partenaire du book club. On est ravis. On espère qu'il y en aura d'autres. Est-ce que, Cal, tu as une petite actu? Est-ce que tu veux renvoyer les gens vers quelque chose? Écoutez, qu'est-ce que j'ai comme actualité? J'ai toujours 4 quarts d'heure, tous les mardis à 6h du matin. 4 quarts d'heure qui est une émission que je co-anime avec Louise Petrouchka, Camille Laurent et Alix Martineau. Une nouvelle miniature en plus de cette nouvelle saison arrive et on est très 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 bonne dessus. Vous étiez déjà extrêmement BG. Mais jamais autant que là-dessus. Hein. Vraiment, là, ça It's Giving, vraiment It's Giving Selling Sunset. Non, là c'est un peu plus Office Sirens, notre thématique. Alors on a un thème sous-marin mais aussi open space. Écoutez, voilà, j'ai terminé mon 2e roman qui est actuellement en lecture, qui devrait sortir en mai prochain, mais on aura le temps de s'en reparler. Et voilà, c'est tout. Le reste, c'est des projets long terme que vous pouvez pas voir finalement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et les jours mauves. Et les jours mauves. Est voilà. Encore disponible. Partout. N'hésitez pas à l'acheter parce que j'ai l'impression que c'est terminé cette histoire. Mais il y a le côté. Toujours, oui, il y a le moment de la sortie où en plus t'as fait une tournée promo et tout. Les jours mauves, un roman qui, ma foi, reçoit un accueil
j'ai l'impression, très positif. Oui, j'ai de la chance. Largement mérité. Et alors, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram parce que ma tournée n'est pas terminée. Je vais partir à Lyon, je vais partir à Agnières, cette contrée lointaine. Tu vas à quelle librairie à Lyon? C'est pas en librairie, c'est au festival, je sais plus quoi. Un festival féministe dans lequel je suis invitée pour parler du bouquin et des thématiques en général dont il traite. Mais il va y avoir d'autres dates, peut-être Bayonne et tout, donc abonnez-vous, restez connectés. Voilà, merci. Voilà, activez la toi, cloche. ma Mimi, alors, ce petit agenda. Bah écoute, moi l'agenda est chargé puisque je vous donne rendez-vous dès ce soir sur cette chaîne pour parler de The Penguin épisode 3 avec Vesper. Est-ce que tu peux me dire si c'est bien ou si c'est pas bien? bien. Tout le monde me dit que c'est à chier, écoute, ouais. 2 premiers épisodes avec Vesper, on est là. Pourquoi les gens ils ont dit que c'était vraiment bien? We do not get it, peut-être. On attend de voir. Ah, Il moi, y a 8 épisodes, c'est le 3e. On attend de voir si ça va à un moment. En fait, il y a eu vraiment tellement de critiques qui étaient là, oh là là, super série de mafia, incroyable, trop quali, et de gens dont je respecte la vie et des professionnels et tout, que je me dis, il doit y avoir un truc. Tu vois. Il y a un moment où je vais me dire, ah là, ok. Là, ça prend, la mayonnaise, elle monte et let's go. Moi, tous les C'est vrais vraiment des gens, bases pas les professionnels de la profession, du cinéma et de jeux de mon avis, tellement d'aigreur contre les journalistes depuis que je suis plus journaliste, c'est terrifiant. Tous les vrais gens de la vraie vie m'ont dit c'est une merde. Oh, voilà, c'est pas bien, mais on en parle ce soir avec Vesper. Et demain soir, surtout, on va parler de Rings of Power saison 2 avec Tequila Tex, qui roule les airs comme Jaja. On va vous parler de Celebrimbor, on va vous parler de Galadriel, on va vous parler de Stupid Sexy Sauron, bien sûr. Je finis... sexy. Ouais, Hot Sauron. Hot Sauron. Ouais, en plus, l'acteur, pendant la moitié de la saison, il fait son meilleur Viggo Mortensen Aragorn, et parce qu'il faut que Sauron il soit séduisant, tu vois, et j'étais là... It's working. Ah là là, ça donne envie. On peut vous en prendre parle. la saison 2 si on n'a pas vu la fin de la première saison. Honnêtement, je pense, moi j'ai regardé un récap de genre 20 minutes pour me remettre en tête l'intrigue. La saison 1, c'est quand même beaucoup de... On pose les bases. personnages et tout. Au pire, je ferai un récap juste pour Parce toi. que j'ai très envie, ça a l'air quand même... Honnêtement, la saison 2 est incroyable. Picos. Oui, mais il y a vraiment des moments où j'étais là, je vois pas la diff entre cet épisode et le film de Peter Jackson. Enfin, en termes de production, Ah ouais. il y a des comme tu dis, c'est épicos. Il y a des bagarres, il y a des orques, il y a des figurants par milliers. Je suis là, mais enfin, Ah ouais. on est quand même... Bon, après, c'est On Prime, sait combien ça coûtait par épisode? Bon, désolé, je veux pas par spoiler épisode, ce- non, je crois pas. Bref, Ok, on allez. vous en parle Elle en a marre. demain soir avec Tequila Tex. Merci beaucoup. Merci ma Kalindi. Mimi. Merci Toujours à un plaisir. Eldercraft. Je vous remets une dernière fois le lien pour commander dans votre librairie préférée Cendres et Sang de DJ Moles. qu'on a DJ Morless. bien aimé, même si c'est un peu dur parce que la guerre, c'est dur. Voilà. Et les animaux, c'est gentil. Oui. Des bisous. Au revoir. À la semaine prochaine.